Émission Légende Business, aujourd'hui avec Paul Bourdois qui a créé France SCPI. On avait fait une première émission avec lui et là aujourd'hui on va faire une spéciale sur les grandes fortunes de France. Comment ça s'est passé après l'émission? Ça a été un bon succès. Et là, ça y est, on sent qu'il y a un engouement qui se passe. On va recevoir Éric Tréguier qui a créé le classement des 500 fortunes de France. Est-ce que tu as une très grosse fortune française qui a hérité et qui a mal géré? Monsieur Lagardère. Son père meurt d'un accident. Moi, j'ai vu sa fortune passer de quasiment 1 milliard à moins de 200 millions aujourd'hui. La première génération construisait, la deuxième profitait et la troisième détruisait. Les influenceurs les plus riches en France ont entre 30 et 40 millions de fortunes. Les gros influenceurs, il n'y en a pas beaucoup, j'imagine. Il y en a 2-3. Qui est l'influenceur aujourd'hui le plus riche de France? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende, émission Légende Business, aujourd'hui avec Paul Bourdois qui a créé France SCPI. On avait parlé d'investissement. On avait fait une première émission avec lui et là aujourd'hui on va faire une spéciale sur les grandes fortunes de France avec Éric Tréguier qui va nous rejoindre sur le plateau ici, qui a créé le classement des 500 plus grandes fortunes de France dans le magazine Challenge. Il a pu rencontrer une grande partie des milliardaires et des plus grandes fortunes françaises, aller à leur rencontre, voir comment ils vivent, là où ils habitent, voir comment est leur service de sécurité, voir leur manière de gérer leur argent. Il a des discussions, même vous allez voir, parfois très profondes avec certains milliardaires français. Il a pu aussi comprendre un peu comment ils vivent au quotidien. Il va nous raconter ça aujourd'hui. On va parler aussi de France SCPI et comment investir à partir de 100 € dans des SCPI. Donc, c'est des sociétés qui vont gérer des biens immobiliers, des locaux commerciaux. Ça peut être des hôtels, des restaurants, de la logistique aussi, des grands hangars. Et comme ça, ils ont plein de locataires puisque chaque SCPI a parfois, vous allez voir, 50, 100, 150 biens. Et donc, ils ont plein de locataires, ce qui va permettre de faire une moyenne avec des rendements affichés sur leur site. Donc, à partir de 100 €, vous avez même un petit simulateur qui vous permet de savoir combien, en fonction de combien vous mettez, vous allez toucher chaque mois. Donc, c'est hyper intéressant. On va aborder le sujet de tout ça et c'est parti. En tout cas, juste avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, les amis, et pour nous suivre en podcast audio, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Amazon Podcast. Et c'est parti maintenant avec une spéciale grande fortune de France sur Légende. On y va. Bonjour, je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI et je viens pour parler des SCPI et comment on se crée un patrimoine à partir des SCPI, évidemment. Voilà, un bon moyen de diversifier. On en avait parlé, on se revoit, ça fait quelques mois, vous avez fait une première émission. Bienvenue Paul. Je te remercie de revenir. Tu vas nous raconter comment ça a évolué depuis. On avait fait une première émission avec Paul il y a quelques mois sur Légende. On avait parlé des SCPI, c'est un moyen d'investir en fait et de mettre son argent, de diversifier son épargne. On avait parlé de ce sujet, je me rappelle, pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'investir dans des locaux commerciaux notamment et dans différentes SCPI. Vous avez un site, France SCPI, qui répertorie toutes les SCPI. Ça permet de diversifier. En fait, on peut investir sur votre site, on peut choisir parmi plusieurs SCPI. Il y a les chiffres, on va vous montrer tout à l'heure comment c'est. J'en avais parlé à l'époque, je vous avais dit, essayez de mettre 100 € et vous verrez bien, dans quelques mois, quand l'argent va commencer à tomber, ce que ça fait. Si ça vous plaît, vous mettez un petit peu plus, etc. Comme ça, c'est toujours bien d'essayer. Moi, je suis très bon père de famille sur l'investissement. J'aime bien diversifier, mais je suis pas non plus penaud, mais il faut y aller Pas à pas. Pas à pas pour pas se faire avoir. Et on a déjà reçu ici des gens parfois qui ont investi plein de trucs et qui ont tout perdu. On a vu tous ceux qui sont allés tête baissée vers les NFT à l'époque. C'était la nouvelle embellie, vous vous rappelez, après le système de blockchain, du Bitcoin, etc. Il y a eu des NFT, on pouvait acheter des œuvres d'art uniques, mais digitales, et ça valait des millions. Je crois qu'il y a même Justin Bieber à l'époque qui avait payé, je crois, 1 million et quelques une photo qui vaut aujourd'hui rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est bien de mettre un petit peu au début et de grossir. Comment ça s'est passé après l'émission ? Écoute, je te remercie déjà parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues. Ça a été un bon succès. Suite à l'épisode Legend, des gens qui sont venus tester, comme tu dis, pour voir si ça fonctionnait, si on racontait pas n'importe quoi avec Olivier, avec qui j'étais là, mon cofondateur. Mais vous étiez deux. Il est toujours là, Olivier. Il est toujours là, il surveille ce que je raconte. Si je dis n'importe quoi, il m'envoie des décharges électriques dans le fauteuil. Écoute, il y a plein de gens qui sont venus tester et qui commencent là, ça y est, à percevoir des revenus. Tu vois, t'investis dans les SCPI et ça procure des revenus tous les mois, des loyers. Et là, ça y est, on sent qu'il y a un engouement qui se passe, donc c'est pour ça qu'on revient de voir. L'énorme intérêt des SCPI, on en avait parlé, c'est que vous n'avez pas à gérer les locataires, vous avez à gérer absolument
rien. C'est des vrais revenus passifs. C'est-à-dire que tu choisis si tu mets 100, 1000, 10 000 en fonction de ce que vous pouvez mettre. Et vous allez toucher des loyers après quelques mois, le temps que ça soit investi, mis. Et vous allez toucher des loyers après mensuels et vous n'avez rien à gérer. Et c'est dans plein de biens immobiliers d'un coup. Comme ça, si jamais il y a un locataire qui ne paye pas, ça ne se voit même pas comme c'est sur 150, 200 biens à chaque fois. C'était le vrai intérêt des SCPI. On va faire une émission spéciale aujourd'hui donc sur les grandes fortunes de France, sur aussi les milliardaires. Comment est-ce qu'ils sont devenus milliardaires? Comment est-ce qu'ils ont réussi à la rester? Et surtout, comment est-ce qu'ils font pour que ça dure vraiment le plus longtemps possible et pour avoir une bonne transmission? On va recevoir tout à l'heure Éric Tréguier qui a créé le classement des 500 fortunes de France. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le magazine Challenge. Il a bossé pour pas mal de journaux. Il a rencontré beaucoup de milliardaires français, des très grands noms, vous connaissez tous. Il va nous raconter comment ils vivent, ce qu'il a pu voir de l'intérieur, comment sont leurs vies, comment sont leurs sécurités, quels sont leurs investissements aussi à chacun d'entre eux, et comment est-ce qu'ils gèrent. Comment se porte le marché de la SCPI, juste avant de faire rentrer Éric dans quelques instants. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui là ? Écoute, c'est un marché qui est très niche. C'est-à-dire que c'est un marché très confidentiel. C'est un placement. Pourquoi très niche ? Parce que c'est de l'IMO ? Ouais, mais tout le monde n'y a pas accès. C'est-à-dire qu'il faut connaître. Tu sens que les gens sont un peu méfiants. Ils se disent mais attends, c'est pas possible. Je peux pas investir dans des biens auxquels personne n'a accès. Des entrepôts, des commerces, des salles de sport, des trucs très gros, studios. quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est tout l'intérêt justement d'investir dans les SCPI, d'avoir accès à des biens auxquels t'as pas accès d'habitude. Et surtout de ne pas avoir de gestion à faire. Et donc, c'est un marché qui reste confidentiel aujourd'hui. Donc, le marché, comment il se porte ? Il y a eu un frein, mais en général sur l'épargne sur les dernières années. Et on sent qu'il y a un retour de hype, si on peut dire sur comme la ça. SCPI ? Sur la SCPI. Ah bon ? Tout à fait. Ouais. Ça reste encore timide, mais on sent que ça revient. Parce que c'est parce que c'est compliqué géopolitiquement, parce qu'il y a la guerre en Iran, il y a la guerre en Ukraine, il y a des guerres un peu partout, ça rassure ? Bon, déjà, en effet, t'as ce côté conflit, l'actualité un peu plombante, qui fait que tu préfères y aller mollo sur les investissements. Donc, tu gardes ton épargne en général sur des choses assez court terme. Et puis, tu as aussi l'avenir avec les présidentielles qui fait qu'en général, c'est des années où les gens se disent je vais voir ce qui se passe fiscalement, comment on est traité, à quelle sauce on est mangé, avant d'investir. En réalité, il ne se passe pas grand-chose. Un président en amène un autre et voilà. Avant de faire rentrer Éric, et de parler des plus grandes fortunes de France et des milliardaires français, je voulais juste vous montrer, ce que l'autre fois, on ne l'avait pas montré. On avait montré des images, mais on ne l'avait pas en main. Quand vous allez sur France SCPI, si vous avez envie d'essayer d'investir, donc les taux, c'est combien en moyenne ? C'était combien en moyenne en 2025 ? Je rappelle que c'est pas... Il y a une phrase à dire sur les investissements, ça présage pas des... je vais te la dire. Vas-y. Je vais te la dire. Dis-la mieux que moi, parce que moi, je sens qu'on va me reprocher que je l'ai mal dite. Les performances passées présagent pas de l'avenir. Voilà. En gros, ça veut dire que c'est pas parce que ça a cartonné l'année dernière ou que ça n'a pas marché l'année dernière que ça va faire la même chose l'année prochaine, quoi. Exactement. Pour répondre à ta question, les taux, le meilleur taux l'année dernière, en 2025, c'est 15,27% de taux de distribution brut avant fiscalité, évidemment. Oui, tu payes après des impôts sur ce que tu gagnes. Bien sûr. Et le taux moyen sur vos SCPI, est-ce que vous avez un taux moyen ? Sur la centaine de SCPI actives, tu as un taux moyen qui est autour de 4,9%. Et donc, tu te doutes qu'il y a des SCPI qui servent beaucoup plus et d'autres qui sont un peu des nanars. Et donc, qui sont moins bons, quoi. Et vous, votre boulot, vous êtes un site qui répertorie tout ça. Ouais. Vous prenez une com dessus, en gros. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça que vous vivez. Vous n'êtes pas une SCPI, vous êtes France SCPI. Donc, vous répertoriez tout ça. Vous avez choisi de répertorier tous ces investissements. Et donc, vous allez prendre une part. Mais comment est-ce qu'on les choisit ? Tu vois, là, on arrive sur le site, juste pour expliquer. Je vous screen l'écran, comme ça, vous le voyez. On voit, il y en a une à 15,27, une autre à 12,9, une à 9, une à 8,75, Edmond Rothschild d'Europa. Comment est-ce qu'on les choisit ? T'as raison, mais c'est exactement notre raison d'être, elle est là. C'est que la SCPI, c'est un produit fabuleux, avec plein d'inconvénients. C'est pas un produit parfait, hein. Je te le dis vraiment et je le pense. Et quand tu as compris que les SCPI, c'était fabuleux, malgré tous les inconvénients, il faut que tu trouves la SCPI qui te correspond le plus. Et en général, ce que les gens disent quand ils arrivent sur le site, c'est « donnez-moi la SCPI la plus rentable ». En vérité, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Parce que tu as des SCPI qui correspondent plus à certains profils et d'autres à des profils moins risqués. Pourquoi ? Parce que tu as des gens qui arrivent, qui disent « moi je veux le plus rentable » et qui, lorsqu'on leur expose les choses en leur disant « attention, c'est une SCPI qui a moins d'historique, c'est une SCPI pour laquelle la société de gestion qui a créé la SCPI existe depuis moins longtemps, il y a moins de locaux, etc. » Ils disent
Ah ouais, ok, je comprends. Peut-être donnez-moi une SCPI moins rentable, mais avec un peu plus d'historique. Et ça dépend de chacun. Et ça, c'est notre métier, c'est justement d'accompagner les gens, de les aider à choisir sur des SCPI qui vont plus leur correspondre en fonction de leur profil de risque, etc. Plus bon père de famille ou plus agressif, quoi. Voilà, exactement. Ou plus jeune loup de la finance, quoi. C'est ça, le loup de Wall Street, 15,27%. Voilà. C'est beau, 15,25. C'est énorme. 15,27, c'est énorme. C'est énorme. Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir, vous pouvez avoir une simulation. Donc vous mettez par exemple, vous pouvez investir, je sais pas, 10 000 euros et vous allez mettre les pas et vous voyez revenu mensuel estimé avec le montant que vous allez mettre au début. Par exemple, vous mettez, je sais pas, on va mettre un gros chiffre, on va mettre 10 000 euros, vous pouvez investir 10 000 euros, et ben vous allez voir, voilà, mensuellement, vous allez toucher 128,27 euros. Voilà. Alors, c'est pas garanti, évidemment, hein. C'est basé sur la distribution de l'année précédente, mais tu vois, cette SCPI dont on parle justement, Wemo One, alors, bon exemple, c'est une SCPI qui s'est créée il y a très peu de temps. C'est le plus gros rendement jamais vu sur les SCPI. Donc c'est un peu le Rocky Balboa de la SCPI. Et typiquement, elle a acheté plusieurs biens, elle a acquis plusieurs biens, dont un McDo à Rome, par exemple, tu vois, une école d'art à Milan. Des trucs très différents. Ouais, exactement. Mais ils sont hyper agressifs. Exactement. Et du coup, tu as cet accès à des biens, des actifs auxquels tu n'aurais pas accès. Un McDo à Rome, tu t'imagines qu'il est tout le temps plein. Et donc, il y a peu de risques quand même de perdre son argent. Là. Non, je peux pas dire ça. J'ai pas le droit de dire ça. Ah, t'as pas le droit de dire ça. Il y a forcément des risques, mais c'est sûr que tu dilues, plus tu as d'actifs dans le portefeuille de la SCPI, plus tu dilues ton risque. S'il y a un locataire qui paye plus, tu as d'autres biens qui te permettent d'avoir des revenus. On va parler de toi en perso dans 2 secondes. Il y a marqué investir à crédit au-dessus. Ouais. Ça, c'est un sujet. Est-ce qu'on peut mettre de l'argent de sa boîte dans une SCPI, et est-ce qu'on peut investir à crédit dans une SCPI ? Ouais, c'est assez marginal. On le voit peu, mais c'est faisable. T'as des sociétés, en effet, des SCI, des SARL, des SAS, peu importe, qui investissent, qui empruntent et qui investissent dans les SCPI. Et là, l'effet de levier, il est juste incroyable. Pourquoi ? Parce que tu commences, grâce à un effet de levier de l'emprunt, tu arrives à emprunter. C'est une opération financière, finalement. C'est au lieu d'acheter un appartement à louer et de se faire chier avec un locataire, si jamais vous allez avoir des emmerdes, ça peut arriver, de louer un appart et puis que la personne ne paye plus le loyer, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et ça peut mettre dans la merde plein de gens qui ont fait leur premier crédit, plein d'entre vous qui avaient essayé d'acheter un appartement et de vous retrouver emmerdé à payer un double loyer, quoi. Ouais, exactement. En profitant de l'effet de levier du crédit, ça te permet de financer une opération et tu rembourses ton crédit, en partie, grâce au loyer que tu perçois de la SCPI. Donc c'est une opération qui se monte petit à petit et qui est juste incroyable. Avec un petit effort de trésorerie. Ouais, c'est-à-dire que chaque mois, vous allez peut-être payer 100 euros, mais vous allez mettre 800 euros de côté grâce à un crédit, quoi. C'est ça. Sur Trustpilot, je vais juste terminer là-dessus, puis après on va parler des milliardaires et tout. Sur Trustpilot, vous avez une note de 4,9. Oui. C'est-à-dire que vous êtes très très bien noté sur 5, pas sur 10, sinon j'aurais pas cité la note. Pourquoi vous êtes si bien noté ? Écoute, c'est pas le faux modeste, dis-nous la vérité. Pourquoi qu'est-ce que vous faites bien ? Je vais te dire précisément, parce qu'on s'est posé la question au début, on pensait que c'était des blagues. On voyait des notes et des commentaires, surtout dithyrambiques, et on se disait c'est pas possible, c'est des amis qui nous font des blagues. Et pas du tout, t'as raison, on est la plateforme la mieux notée sur Internet pour investir dans la SCPI, la plateforme préférée des Français. Et 4,9, on n'a pas réussi à avoir 5, on a plus de 500 avis, à la fois sur Trustpilot, sur Google. Et je peux te dire que ce qui fait qu'on a une bonne note, c'est qu'avec Olivier, on a des valeurs qui sont exigences et qui sont l'exigence et vraiment être à fond sur les détails, sur la relation client, de A à Z. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as une personne qui clique sur le site, il faut que le contenu soit nickel, jusqu'au moment où elle est gérée par les consultants, conseillers sur les SCPI et par l'équipe administrative, enfin, de A à Z. Vous contrôlez vraiment, quoi. Ouais, et puis toute l'exigence qu'on a mis au début, on a commencé à 2 avec Olivier, toute l'exigence qu'on a mis, en général, dans notre boîte, elle transparaît après sur tous nos salariés, sur toutes les équipes market, rédaction, administratif et évidemment commercial. T'as appris par ton père la relation client. J'entends que tu disais ça à quelqu'un. Il faisait quoi ton père dans la vie ? Écoute, mon père, il avait une petite boîte. Il était patron d'une petite boîte en Bretagne. C'est la mafia bretonne. Moi, je suis du centre-Bretagne. Olivier aussi, mon associé. On est bretons tous les deux. Et mon père, il avait une petite boîte. Le sujet, c'était de conseiller les agriculteurs sur comment semer, comment récolter tout ce que tu vois dans les champs. Donc le blé, le maïs, colza, etc. Et moi, tous les week-ends et à chaque vacances,
il me demandait de venir avec lui. Donc j'allais avec lui. À quel âge ? J'en ai le souvenir à partir de 10 ans, mais je pense qu'à partir de 5 ans, il m'amenait avec lui jusqu'à mes 18 ans, en gros. Et j'avais le droit de me taire, c'est tout, point. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est un privilège. C'est un minimum. J'avais le droit de me taire, mais d'observer. Et après, quand on rentrait dans la voiture, il me disait, alors, qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que tu as observé ? Est-ce que tu as remarqué ce qui se disait au-delà du langage ? Est-ce que tu as remarqué l'épouse du client, la réaction qu'elle a eue corporellement quand on a parlé de prix ? Et je te jure que ça... Ça t'a aidé ? Ouais. Ça m'a aidé parce que il y a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup d'apprentissage que j'ai acquis grâce à ça et qui m'ont permis de comprendre ce qui se dit pas à l'oral. Quand tu rencontres des familles, quand tu rencontres des clients qui te parlent de patrimoine, t'en as un qui dit rien. En fait, tu sens il y a quelque chose qui va pas. T'apprends à écouter. Tout le monde peut faire ça, mais il faut être dans une écoute sincère, une écoute active. Je sais les problèmes que tu as en t'observant, par exemple. Pour redevenir sérieux, ça c'est quelque chose qui nous aide aujourd'hui dans notre métier à écouter les gens, le côté humain, c'est hyper important. Qu'est-ce qui t'a appris ton père que tu utilises encore aujourd'hui, d'autres, au quotidien ? Écoute, je crois qu'il t'a appris un truc. J'ai entendu que tu parlais d'appels où il fallait pas laisser sonner 3 fois. Ouais, en fait, quand mais ça c'est un truc d'enfant, d'entrepreneur, d'enfant de commerçant. Le téléphone, c'est hyper important. Quand on était petit, en effet, la société de mon père, les bureaux de mon père étaient quasi collés à notre maison. Et donc, t'avais pas de portable à l'époque, t'avais pas de mail. Le seul moyen pour un client de joindre mon père, c'était le téléphone. Et donc, quand mes parents n'étaient pas là, ou quand il n'était pas au bureau, le transfert était fait chez nous. Et la règle avec mon père, c'était de ne jamais laisser sonner le téléphone plus de 3 fois. Sinon, ça se passait mal. C'est pas Cosette non plus, mais... Donc on décrochait et on prenait le message. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un truc qui me reste. Alors évidemment, les relations, elles se font moins par téléphone, mais quand j'appelle au standard de notre boîte, de France SCPI, quand ça sonne plus de 3 fois... J'ai un petit truc, je me dis, il faut qu'on soit plus au taquet sur la relation client, qui est déjà assez bonne, je le sais. Mais voilà, c'est des trucs qui restent. T'as pas pris d'agent IA pour répondre au téléphone, des trucs... tu sais, il y en a plein qui utilisent l'IA dans plein de domaines aujourd'hui. Est-ce que vous l'utilisez chez vous, d'ailleurs ? Ouais, on l'utilise un peu, mais ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est le côté humain. Côté expertise, le côté humain. C'est beau ce que tu dis, c'est très poétique. Mais c'est vrai, mais parce que c'est la vérité. Je plaisante. Non, mais c'était pour te faire rire. Non, mais bien sûr que c'est important. C'est la vérité. Donc oui, on l'utilise et ça nous fait gagner un temps fou sur les tâches administratives notamment, sur des tâches rédactionnelles. Mais l'humain, pour gérer et pour conseiller les clients, tu peux pas le remplacer par une IA. En tout cas, pas nous. Quand tu as des humains, est-ce qu'il y a des gens qui appellent, des clients qui prennent des renseignements et qui finalement préfèrent partir seuls, acheter un bien seul, un appartement, que de venir en SCPI ? Oui, t'as des gens qui nous appellent. En effet, ils sont pas encore clients, de fait. Et on leur explique la SCPI, le fonctionnement de la SCPI, et ils préfèrent faire les choses par eux-mêmes. En fait, chez France SCPI, tu as 2 types de personnes qui te contactent. Tu as les personnes qui ne connaissent pas encore la SCPI, qui vont vouloir faire de l'immobilier par eux-mêmes. Je vais te citer peut-être un exemple tout à l'heure. Et puis, tu as des personnes qui sont ce qu'on appelle avec Olivier des déçus de l'immobilier, qui ont éprouvé par eux-mêmes, qui ont dû gérer des locataires, qui ont dû gérer du stress, qui ont dû gérer des travaux. Et ceux-là, en général, ils disent « Ok, c'est bon, j'ai géré, j'ai vu, maintenant, je veux être tranquille, j'investis dans les SCPI. » Et tu vois, j'ai un exemple d'un pote avec qui on a discuté de SCPI. Je peux pas le nommer, mais je sais qu'il va se reconnaître avec l'exemple, avec son histoire. On a discuté de SCPI et il m'a dit « Non, je crois que vraiment, intellectuellement, j'ai besoin de faire le truc par moi-même. » Et je comprends. Et je lui ai dit « Ok, vas-y, fais ton expérience. » Et il n'a pas acheté un appart à Paris. Il habite à Paris. Il a acheté un immeuble. Et dans une ville que moi je connais pas, je peux pas t'en parler, un immeuble à Caen,
donc dans une ville où il avait fait une partie de ses études, dans un quartier dit sensible, et il l'a fait en connaissance de cause, 1, parce qu'il a habité là-bas, et 2, parce que il avait accès à un appartement, à un immeuble entier pour le prix d'un appart à Paris. Et il a mis en location donc 5 apparts. Et puis au final, il m'a dit, regarde, je fais du 10% avec mon immeuble. Donc je lui ai dit, ok, super. Et j'étais étonné moi-même au début. Et puis au final, je sais que la deuxième année, il a eu un problème avec un locataire qui a arrêté de payer. Et puis un deuxième locataire, il a un troisième locataire qui est parti sans laisser d'adresse. Il s'est cogné des allers-retours Paris-Caen un week-end sur 2 pendant 4 mois pour récupérer des loyers, pour faire des travaux. Et je peux te dire que la charge mentale là-dessus, elle est énorme. Pour 2% de plus ou... Exactement, pour 2% de plus. Et tu vois, c'est aussi un point aussi pour te dire, voilà, cet exemple-là, je peux te dire que je l'accable pas parce que il a fait son expérience. Et des gens comme ça qui reviennent, qui ont eu des galères mais innombrables avec l'immobilier locatif, on en a beaucoup chez France SCPI. Ouais. Là, tu as pris du bien de tes parents. Est-ce que tu as reproduit un truc que tu détestais chez ton père ou chez ta mère? Tu sais, parfois, on reproduit un truc, on se dit « Oh putain, j'ai fait comme mon père faisait ». Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas si tu as des enfants? Ouais, j'ai des enfants, ouais. T'as jamais dit à ton fils ou à ta fille un jour, je sais pas, une phrase que disaient tes parents et que tu trouvais vraiment relou et tu te dis putain, je suis devenu comme eux. C'est-à-dire en fait, finalement, c'est une boucle, tu vois. Ouais, t'as des expressions qui reviennent. Je sais que mon père était à fond mantra. Il me disait allez, vas-y, la peur n'écarte pas le danger, ou c'est pas parce qu'on a perdu la bataille qu'on a perdu la guerre. Et des trucs qui sont un peu énervés. Et je me rappelle de ça, de ces trucs où je me disais attends, mais ça n'a aucun sens en fait. Là, je suis juste en difficulté, et je me suis vu les redire à mes enfants. Non, la vérité, c'est que, en tout cas, quand j'observe les choses, quand je regarde au niveau boulot ce que ça m'a donné, la valeur qui est transmise, la valeur travail. Je sais pas si c'est un truc familial ou un truc breton. Tu vois, je sais pas si c'est un atavisme breton, mais le fait de bosser, le fait de travailler, d'avoir cette valeur travail, si tu bosses, tu t'en sortiras toujours. C'est un truc qui me sert aujourd'hui. Je sais qu'Olivier partage cette valeur aussi, et c'est ce qui nous fait être France SCPI aujourd'hui. Ouais. On va parler des grandes fortunes de France dans un instant. Ça veut dire quoi être riche pour toi? Alors, très riche, ok. On se considère riche à partir de combien pour toi? Qu'est-ce que c'est qu'être riche? Elle est dangereuse. Vaste, hein, la question. Elle est dangereuse la question. Elle est très dangereuse. Parce que chacun a son curseur. Ouais. C'est comme son curseur sur plein de sujets, avec les sensibilités des uns et des autres, c'est pas du tout les mêmes. On avait déjà fait des échelles comme ça avec plusieurs personnes. Et tiens, où est-ce que tu places à partir de quand c'est machin? Et en fait, les gens, c'est pas du tout les mêmes sur la même hauteur. Ouais, c'est ça. En fait, être riche, je trouve que c'est bon. Déjà, tu peux être riche de plein de manières différentes, humainement, culturellement, riche d'expérience. Et ça peut être aussi les euros sur ton compte, évidemment. Moi, je crois qu'être riche, c'est avoir la possibilité de ne pas se poser de questions si tu as envie de faire une dépense. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu dépenses à tout va et que tu t'achètes tout ce dont tu as envie, mais c'est la possibilité la liberté. Et du coup, c'est assez relatif, parce que tu as des gens qui vont avoir un train de vie complètement démentiel et qui vont se considérés comme pas riches, et d'autres qui vont vivre avec peu. Et du coup, moi je te dirais ça, voilà, c'est la liberté de dépenser sans regarder ton compte, sans te poser de questions. Avant qu'on fasse rentrer Eric, quelles sont les erreurs que les Français font avec leur patrimoine? T'es dans les SCPI aujourd'hui, ok, très bien, donc les locaux commerciaux, on peut investir dedans, mais qu'est-ce que tu vois comme erreur souvent? Écoute, l'erreur que je vois fréquemment, pour pas dire quasiment tout le temps, c'est de vouloir devenir riche, ou en tout cas de se constituer un patrimoine rapidement. Ça marche pas. Je pense qu'il y a un peu, c'est un peu la faute des réseaux sociaux, quelque part. Tu vois tout le temps des vidéos avec des gens qui disent voilà, j'ai fait tant d'argent en très peu de temps. Et donc je pense qu'on est tous à la recherche. En tout cas, l'erreur que je vois, c'est on cherche la crypto qui va faire x100, on cherche le produit qui va défiscaliser le plus, le truc qui va cartonner. Tout de suite, en gros, tu veux dire. Exactement, tout de suite. Alors qu'un patrimoine, ça se construit dans le temps. Il faut le voir en temps long.
58% des Français aujourd'hui, c'est les chiffres de l'INSEE, donc c'est vraiment très actuel. Là, c'est aujourd'hui tournage, 58% des Français investissent dans l'immobilier, c'est le patrimoine des Français. Donc un peu plus d'un Français sur deux. 23% des Français qui achètent dans l'immobilier, aujourd'hui, toujours pareil, donc ça évoluera peut-être quand vous verrez l'émission, mais 23% des Français qui achètent dans l'immobilier le font pour louer à quelqu'un. Qui achètent un appartement, du coup, pour louer un appartement, et parfois qui vont louer leur résidence principale. Ça, c'est quand on n'a pas forcément les moyens ou qu'on commence. Moi, j'ai un ami qui a fait ça il n'y a pas longtemps. Il a acheté un appart à Grenoble. Il vient de Grenoble, il a acheté un appart là-bas, et puis un deuxième, puis un troisième, et aujourd'hui, il en a 3, mais il n'a pas sa résidence principale. Est-ce que ça, tu penses que c'est une bonne idée ? Qu'est-ce que tu en penses ? D'acheter un appartement dès que possible avec un effet de levier du crédit pour le louer ? En fait, oui, c'est une bonne idée. Tout dépend de la ville, évidemment. Si tu comprends bien que le sujet, c'est pas d'acheter un appartement pour acheter un appartement, c'est d'acheter un appartement dans le but de te construire un patrimoine et d'avoir un revenu qui est pérenne et qui est régulier, qui est stable et sur lequel tu peux te projeter. On voit trop de personnes qui achètent des appartements sur un coup de cœur, par exemple, alors que non, c'est un appartement qui est fait pour être loué, donc il est... Faut pas suivre ses émotions. Si, tu peux suivre tes émotions, mais si tu suis tes émotions, si tu te projettes en te disant je me vois bien vivre dans cet appartement que je vais mettre en location, tu fais une connerie. C'est une connerie complète de faire ça. Pourquoi ? Parce que... C'est intéressant, j'aurais pensé le contraire. Se dire, tu loues un appartement, mais tu l'achètes quand même, il faut qu'il te plaise un petit peu pour que tu te dises, tiens, je me sépare de ma femme, de mon mari, de peu importe avec qui vous êtes, j'ai toujours un point de chute avec cet appart qui est à moi. Oui, mais là, tu l'achètes pas pour l'habiter. On se parle d'un appartement que tu vas mettre en location. Oui. Et donc, il faut que tu comprennes d'abord s'il y a un marché. Il faut que tu comprennes s'il y a une demande. Et acheter en te disant « moi, je me vois bien vivre là-bas », ça peut te faire des conneries. Et tu sais qu'avoir un bien, ce n'est pas avoir du patrimoine. Non. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? Pour moi, c'était justement le contraire. Parce qu'avoir un seul bien, c'est pas commencer à avoir du patrimoine. Tu as du patrimoine dans la mesure où tu commences à te constituer des sources de revenus qui sont diversifiées. Tu vois, on parlait des SCPI, mais ça, c'est commencer à avoir du patrimoine, contrairement à avoir un appartement. Et la charge mentale et tous les soucis que peuvent te procurer un appartement, un bien, c'est un problème. Tu dépends d'un seul bien, évidemment, d'un seul locataire, d'un seul marché, d'une seule ville. C'est pas avoir du patrimoine. Tu ne diversifies pas. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir. Il y a les simulations sur le site. Vous pouvez mettre comme ça si vous avez 100 euros, 500 euros, 1000 euros ou plus. Vous pouvez aller voir sur le site directement et faire vos estimations en fonction des différentes SCPI. Je vous mettrai France SCPI dessous dans la description de la vidéo YouTube. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et en podcast audio, si vous nous écoutez en audio, du coup, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast, vous avez toujours la description en dessous de l'épisode. Vous cliquez dessus, il y aura un lien. Et vous pouvez aller voir comme ça, ne serait-ce que pour une simulation. Si vous voulez essayer de mettre 100 euros en bon père de famille pour voir, en bonne mère de famille pour voir d'ici, tu disais 5-6 mois, hop, vous allez commencer à voir tous les mois après des choses qui tombent. Et ça, c'est à vie, c'est-à-dire qu'après, si on n'enlève pas ces sous, la SCPI ne s'arrête pas. Non, elle ne s'arrête pas, c'est un portefeuille d'actifs. Donc, tu as la majorité des actifs, et c'est bien leur but, qui sont loués et qui te procurent un revenu. Évidemment, ces revenus, ils peuvent fluctuer, ils ne sont pas garantis, mais tu as un revenu, en effet, à vie. C'est comme quand tu achètes un appartement, tu vas pas arrêter de le mettre en location. Ça fluctue beaucoup d'un an à l'autre, d'une année à l'autre ? Ça peut fluctuer, tu vois. Je te prends l'historique sur les 40 dernières années. Donc, il y a quand même eu un peu de secousses sur les marchés financiers, immobiliers, etc. On a connu pas mal de crises. Les SCPI, elles ont toujours fourni, en moyenne, toujours un rendement moyen entre plus 4 et plus 8%. Jamais moins, jamais plus. Donc, certes, c'est sinusoïdal, mais tu as quand même une constance qui est là. Ça te permet de te projeter. Ça n'a jamais été en négatif ? Non, ça n'a jamais été en négatif en termes de rendement. En termes de rendement. Bien sûr. C'est important. Ouais, et si jamais on doit récupérer son argent parce qu'on a une énorme galère dans la vie, un drame, un truc, comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, Guillaume. En fait, c'est un des inconvénients, et il faut l'avoir en tête, des SCPI. Un des risques, c'est que tu peux avoir un risque de liquidité. Donc techniquement, comment ça se passe ? Tu investis dans ta SCPI. 100 euros. 100 euros, par exemple. Tu remplis ce qu'on appelle un ordre de retrait, nom, prénom, adresse et ton RIB. Et, selon les SCPI, mais ce qu'on constate jusque-là, c'est que entre 4 semaines et 6 semaines, tu as tes fonds sur ton compte. Donc, on se parle d'immobilier quand même, c'est assez fou. C'est rapide déjà. Si tu achètes un appartement, je peux te dire que le temps de le mettre en vente et d'avoir les sous sur ton compte,
c'est pas 6 semaines. En fait, il ne faut pas mettre de l'argent dans une SCPI dont vous avez besoin pour le loyer ou pour changer un chauffe-eau. Une petite galère à la con qui peut tomber chez tout le monde. Par contre, c'est de l'argent si vous avez envie de faire un projet immobilier, d'acheter une résidence principale dans 6 mois, 1 an. Là, vous avez le temps de voilà. C'est important de bien expliquer ça. Alors, je dirais pas 6 mois, 1 an, mais en tout cas, c'est de l'argent dont tu ne dois pas avoir besoin si jamais tu as un problème. Et le temps des SCPI, tu dois te projeter sur un temps long. En général, il est conseillé... C'est quoi ? C'est 10 ans. 10 ans. Et la moyenne, c'est combien ? C'est conseillé, mais la moyenne chez vous, c'est combien ? La moyenne... que tu vois dans les SCPI, de détention des SCPI, en France. C'est 23 ans. Donc, c'est en général que c'est bien quand ça reste longtemps. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un produit qui est mal marketé. Et encore, quand je te dis 23 ans... C'est que le mot SCPI, il est moche. Il est très moche. Non, mais on peut se le dire. Et donc, du coup, non, mais le produit est bien, mais le nom, ça fait peur. On ne comprend pas trop. La plupart j'en parlais, moi, à mes amis, quand on a fait l'émission. C'est quand même vachement bien comme système d'investissement. Il n'y a plus de locataires à gérer. C'est du vrai revenu passif et diversifié. L'autre fois, Paul me disait qu'il y avait une SCPI, par exemple, qui avait 150 biens. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la moyenne des loyers des 150 biens. Donc, s'il y en a un ou deux qui arrêtent de payer, ou il y a des travaux pendant 2 mois, ça se voit quasiment pas. Exactement. C'est ça l'intérêt. Ouais, c'est l'intérêt. Et tu peux pas l'avoir avec un appartement, ça. Si ton locataire arrête de te payer ou s'il est pas là pendant 2 mois, tu passes de 1 à 0. Tu passes de 1 à 0, oui. Tu passes de 1 à 0. Oui, c'est ça, t'as plus de loyer d'un coup. Ça t'est arrivé d'avoir une merde avec l'immobilier, en perso ? Ah, mais tout le temps. Tout le temps. Alors, évidemment, je suis pas un investisseur immobilier compulsif. J'ai eu un petit studio en résidence principale, et puis je l'ai revendu. Ça a été compliqué avec l'agent immobilier. Bon, je passe les détails. Donc, première galère. Et puis, j'ai acheté avec ce petit studio, avec la vente, un appartement plus grand, un tout petit peu plus grand. Et j'ai découvert que les propriétaires m'avaient caché des vices dans l'immeuble. Et ça m'a pris un temps fou. C'est une charge mentale, ça aussi, pour le coup, que t'as pas avec les SCPI. Tu délègues. Mais effectivement. Tu nous disais que les gros patrimoines, on va en parler maintenant, en fait, résonnent par décennies. En fait, tout par 10 ans, par tranche de 10 ans, mais pas par opportunité. C'est pas un coup tout de suite qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, en fait, ils voient du temps long tout le temps. Peut-être, plutôt que de parler des gros patrimoines, je te parle de nous, les épargnants classiques, comment on réagit. Nous, on essaye de faire un coup, on essaye de voir le prix au mètre carré, absolument, on essaye de trouver le quartier qui va monter, mais le vrai plus, en fait, c'est pas ça. Le vrai plus, c'est la longévité de ton loyer, combien de temps ça dure, la charge mentale que ça te prend ou pas, et c'est vraiment le temps long en décennies, en vingtaine d'années. Et tu vois, des personnes qui me disent je me suis jamais occupé de mon locataire, ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais eu de problème avec le bien, j'en ai jamais rencontré. Ah, c'est vrai ? Mais non, bien sûr que non. Avec les SCPI, évidemment, t'as pas ce problème. Il y a plein d'inconvénients avec la SCPI aussi. Est-ce que dans les fortunes, les grandes fortunes de France dont on va parler maintenant, il y a beaucoup d'immobilier dans leur patrimoine ou c'est un truc sur lequel ils vont pas trop, les ultra riches ? T'as pas une fortune française, et Éric Tréguier le dira mieux que moi, t'as pas une fortune française qui n'a pas aujourd'hui d'immobilier. T'en as pas une. Elles réfléchissent en immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est une classe d'actifs qui permet d'avoir des revenus récurrents, des revenus passifs, des revenus qui permettent de créer finalement un système, terme un peu technique pour dire que c'est des revenus qui vivent sans toi, t'as pas besoin de travailler. Et donc effectivement, les fortunes françaises ont de l'immobilier, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on possède, nous, que les ultra riches et les grandes fortunes n'ont pas ? Quel est tu vois ? Je pense qu'on possède du temps, mais à tort. Aujourd'hui, quand tu investis dans l'immobilier, tu as envie de le faire par toi-même. Tu as envie de gérer par toi-même. Mais on ne se rend pas compte. C'est une charge mentale qui est folle. C'est une liberté que tu as, dont tu te prives si tu achètes un bien immobilier. Je peux t'en parler parce qu'il y a des gens qui arrivent chez France SCPI et qui nous disent c'est bon, j'ai vu ce que c'était de gérer des locataires et des travaux, je veux plus faire ça. Les hauts patrimoines, les grandes fortunes, ils n'hésitent pas à déléguer. Et c'est ce que tu peux faire en investissant dans les SCPI. Pour le coup, tu délègues vraiment la gestion, mais penser que tu vas pouvoir gérer ton appart toi-même, c'est une énorme erreur, pour le coup.
On va faire rentrer donc Éric Tréguier qui a créé le classement des 500 plus grandes fortunes de France pour le magazine Challenge. Il est allé à la rencontre de ces milliardaires français qui ont des très très grosses fortunes. Il a pu voir comment ils vivent, là où ils habitent, comment est-ce qu'ils se sécurisent, comment ils investissent. Il leur a posé des questions. Il est rentré dans l'intimité, vous allez voir, de pas mal de milliardaires. On va le faire rentrer maintenant. Il va nous raconter ce qu'il a vu et entendu. C'est parti. Ça y est, on a fait rentrer Éric Tréguier. Bienvenue, Éric. Eh bien, bonjour. Alors, comment je te présente ? Toi, tu es journaliste Je économique. suis journaliste, je suis fondateur d'un média qui s'appelle La Minute Riche et je suis aussi le créateur du classement des riches. Je vous parle de la préhistoire puisque on est en 1993. Ah, t'as créé ça en 1993 ? Oui, exactement. Et donc, au départ, c'était pas dans le magazine Challenge, hein. Non, c'est un magazine qui s'appelle Le Nouvel Économiste et le directeur du Nouvel Économiste m'a convoqué un jour en disant il faut qu'on fasse ce que fait Forbes depuis quelques années en France et qu'on n'arrive pas à faire. Le magazine Forbes faisait ça ? Et il avait commencé juste quelques années auparavant. Comment tu sais qui sont les personnes les plus riches ? Je me suis posé des questions quand je l'avais vu à l'époque. Dans le magazine Challenge, vous avez le classement des 500 plus grandes fortunes de France. Comment est-ce que tu sais qu'un tel est en dessous ? Comment est-ce que tu connais leur patrimoine ? Il faut le calculer, hein. C'est assez simple. Après, en réalité, c'est assez compliqué. Et donc, il faut constituer une base. C'est la... Il dit tout son contraire dans la même phrase, Éric, j'adore. C'est assez simple, finalement, c'est très compliqué. Non, mais le principe est simple. Après, oui, il faut le mettre en... Voilà, il faut le mettre en musique. Et la musique, elle est compliquée parce qu'on a des gens qui ont des capitaux éparpillés dans différentes sociétés, des sociétés qui sont cotées ou pas cotées, des sociétés qui sont en France ou pas en France, des sociétés... voilà. Avec des holdings qui ont juste un pourcentage, machin, on a beaucoup parlé des holdings, et les holdings, pour nous, c'est un petit peu un cauchemar, parce que c'est des boîtes noires dans lesquelles rentrent des choses et ne sortent très très peu d'informations et de documents publics. Comment tu en es arrivé à t'intéresser à l'argent ? Pourquoi est-ce que tu as fait journaliste économique ? Est-ce que tu viens d'une famille de journalistes ? Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs ? Est-ce que tu viens d'une famille qui n'a rien à voir ? Je viens d'une famille de petits fonctionnaires qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui n'aimaient pas beaucoup parler d'argent. Et donc, du coup, peut-être que ces docteurs, s'il fallait passer sous cette séance de psychanalyse, oui, j'ai tout de suite été intéressé par ça parce que c'est un peu fascinant. C'est le monde des puissants, un monde que je n'approchais jamais et qui me fascinait. Toi, tu l'as vu de l'intérieur, là, on va en parler maintenant. Oui. Quelles sont les 3 personnes les plus riches de France aujourd'hui, au jour du tournage ? Aujourd'hui, c'est assez simple. On a tout en haut de la structure la famille Dumas, donc qui est la famille qui est une des 4 familles qui est actionnaire d'Hermès. Ensuite, ils sont au-dessus des Arnaud ? Oui, aujourd'hui, c'est assez incroyable, mais cette société se trouve au-dessus, à une valorisation, et là, c'est incontestable puisque c'est la bourse. C'est des sociétés cotées, et donc il suffit de faire une multiplication. Là, c'est la partie la plus simple de mon travail. Il suffit de voir combien ils ont du capital, multiplié par le cours de bourse. Combien ils ont en actions, en tout cas. Combien Exactement. Et donc, la famille actionnaire fondatrice de Hermès se trouve au-dessus de Bernard Arnault et de sa famille. Incroyable. Et donc le top 3 ? Et le troisième, c'est une femme qui est Françoise Bettencourt Meyers, qui est donc l'héritière de cette famille fondatrice de L'Oréal. Tu les as, le top 500, tu les as tous contactés une fois pour avoir au moins un rendez-vous, essayer de les rencontrer. Il y a combien de personnes qui te répondent positivement en réalité depuis des années ? Est-ce que tu en as vu 1% ou 90% ? Écoute, au départ, ça s'est très très mal passé. Les premières années ont été des années vraiment de galère. Personne t'ouvrait la porte, quoi. Personne m'ouvrait la porte, et pire, dès qu'ils recevaient, parce qu'on avait une méthodologie qui était originale par rapport à tout ce qui avait été tenté jusque-là, c'est-à-dire qu'on calculait la fortune des gens, et on leur envoyait une lettre en disant... On a repéré ça pour vous, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, dites-nous si on s'est trompé. Et eux, ils prenaient ça pour, on vous demande l'autorisation simplement de paraître, parce qu'ils n'avaient pas cette habitude, c'était pas un réflexe. Et donc, quand ils apprenaient qu'on publierait de toute façon le montant qu'on avait inscrit, ils nous envoyaient généralement leur avocat. Et ça se passait très très mal. Parce qu'ils disaient que c'était pas le vrai chiffre, etc. Qui disaient qu'on n'avait surtout pas le droit.
Parce que c'était pour eux, c'était sacrilège de parler publier, d'argent. De publier et surtout des choses dire combien on a. qui les concernaient. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable. C'est comme si on mettait le compte en banque. Je peux comprendre sur certaines personnes. C'est comme si on mettait le compte en banque. J'ai dit, Paul, alors j'ai ton compte à la BNP d'ailleurs, c'est sympa. Il y a un côté un peu intrusif. Il y a une autre objection aussi que nous faisaient souvent les avocats, c'est que c'est pas tout à fait de l'argent qu'on a en compte en banque. C'est de l'argent virtuel, puisque c'est des parts que nous, on a estimé à un certain montant, et donc c'est un montant à dire d'expert ou à dire de spécialiste, mais c'est pas un véritable montant qui est en espèces sonnantes et trébuchantes. Combien il y a de milliardaires en France? Milliardaires. En 1996, il y avait à peu près une quinzaine de milliardaires qui représentaient quelque chose comme 70 milliards. Et aujourd'hui, on arrive à 140 milliardaires qui représentent plus de 1000 milliards. 1000 milliards Oui. Pour 140 personnes. Oui. Et donc, on voit qu'il s'est passé quand même quelque chose. L'écart se creuse en fait entre ceux qui n'ont pas du tout d'argent, ceux qui sont dans la pauvreté, et les très riches. Et il y a la middle class au milieu. Comme dans certains pays, on le voit plus ça maintenant ou pas? Alors, la France est un des pays où, justement, l'écart entre les riches et les pauvres est le plus faible des pays développés. Tout simplement parce qu'il faut mesurer les choses de deux façons. Les écarts avant redistribution et les écarts après redistribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les écarts entre, d'abord, les écarts de fortune entre... Avant les impôts Exactement, avant les impôts et avant les prestations sociales. Et donc, on se retrouve avec une population où la dispersion entre les riches et les pauvres est assez faible par rapport à d'autres pays. Toi qui as créé le classement des 500 plus grandes fortunes de France, je demandais à Paul tout à l'heure qu'est-ce que c'était être riche. Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Qu'est-ce que c'est ta définition d'être riche, toi? À partir de combien on est riche en France, avec tout ce que tu as vu, et qu'est-ce que ça veut dire être riche concrètement? Moi, ça dépend de qui parle, bien sûr. Quand on prend un Français, et là il y a vraiment des sondages là-dessus, en termes de patrimoine, c'est le million. À partir du million... 1 million d'euros? Ouais, on est riche. Et alors, des Français qui sont riches, dans ce cas-là... En patrimoine, pas qui ont acheté à crédit un bien, c'est non, quand tu l'as à toi. Patrimoine net, voilà. Et ça, là-dessus, il y a des chiffres. Il y a à peu près entre 2 et 3 millions de Français qui sont riches. Voilà. On les appelle les Émilies, c'est-à-dire les riches du quotidien. Il y a 2 à 3 millions de personnes qui ont 1 million d'euros en France. Qui ont 1 million d'euros. Pourquoi ça s'appelle Émilie? Parce que c'est un acronyme de Everyday Millionaires. Tous les jours millionnaires. Les millionnaires du quotidien. Voilà. Et donc, il y en a à peu près entre 2 et 3 millions en France, donc c'est quand même assez considérable. Et ça, c'est donc le riche vu par un 2, Français. 3 millions. Combien de personnes en France, est-ce que tu l'as de tête? Je pose une question, pas du tout sûr que tu es en tête, mais combien de personnes en France ont à peu près 10 millions d'euros? Là, tu dis 2-3 millions, c'est intéressant de voir la pyramide. Les gens qui ont 10 millions d'euros, on tombe tout de suite à quelque chose comme 1 million de personnes. 1 million de personnes. Oui. Et 100 millions? Alors ça, je suis plus sûr de moi. 100 millions d'euros, il y a à peu près 2000 à 2500 personnes qui ont ce niveau-là. C'est quand même pas beaucoup. C'est quand même... moi, j'allais dire, c'est quand même pas mal, 2000 personnes qui ont 100 millions, c'est le top 2000, quoi. C'est voilà, le top. Et le classement des 500 fortunes professionnelles, forcément, il y a un 500e, et le 500e, il est à 240, 250 millions d'euros. Donc ça veut dire que il y a 500 personnes qui ont plus de 250 millions d'euros. T'es quand même content quand t'es tout en bas du classement des top 500 français, parce que tu sais que c'est-à-dire que tu rentres dans les gens qui comptent. On peut imaginer qu'un jour, peut-être, on sera tout en haut. Alors, tu as rencontré des milliardaires, beaucoup, et des gens qui ont des très grosses fortunes. C'est quoi le truc que tous les milliardaires ont en commun, que toi tu as eu? Où tu t'es dit, putain, ils ont ce truc-là en commun? Plus de l'humain, ce dont je te parle. Oui, alors, il y a un truc extraordinaire chez les milliardaires que moi j'ai pas et qui me fascine depuis le départ, c'est ils ont une manière de penser complètement différente. C'est-à-dire que tu leur proposes n'importe quel problème
eh bien, ils vont pas avoir la solution que toi, tu vas avoir spontanément. Enfin, en tout cas, que moi, je vais avoir spontanément. Je vois à chaque fois, ils ont une idée complètement différente. Une autre manière de voir le problème. Une autre manière de voir le problème auquel on ne s'attendait pas. Alors moi, j'ai par exemple un démêlé juridique. J'en parle à un milliardaire qui me donne une idée excellente auquel mais personne n'avait pensé. Autour de toi. Ni mes avocats, ni les gens qui étaient autour de moi, surtout ni moi qui suis le premier concerné. Et là, je me dis, waouh, c'est quand même extraordinaire. Donc, c'est des gens qui ont cette habitude de voir les choses différemment du commun des mortels, et ça, c'est extraordinaire. Ils ont quel rapport à l'argent, les milliardaires que tu as rencontrés ? Ils sont comme toi et moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assez avares, il y a des gens qui sont assez généreux. Je me souviens d'une anecdote où j'étais invité dans un grand hôtel pour un café avec un milliardaire qui commence à me parler. On discutait de tout et de rien, et puis tout d'un coup, fin de la discussion, il sort son portefeuille, et je te jure, le portefeuille, il y avait je ne sais pas combien de billets, il y en avait 30 ou 40 qui étaient alignés comme ça, avec un portefeuille qui débordait et qui était tenu par un élastique vert, un gros élastique qu'on trouve. Et donc, voilà, il y a des gens qui ont ce rapport à l'argent complètement bizarre. Voilà, et certains sont avares, certains sont généreux. Tu as vu des milliardaires avares, sans citer de nom, c'est pas le but de l'émission, mais c'est intéressant de comprendre comment ils vivent. Ah, je sais qu'il y en a certains qui sont avares. T'as une anecdote ou pas, sans dire de nom, et qu'on s'imagine ce que ça veut dire avare quand on est milliardaire? Alors, c'est très difficile de savoir quelle est la différence entre l'avarice et la bonne gestion. Mais Gérard Mullier, par exemple, était le patron d'Auchan. Le patron d'Auchan, le fondateur d'Auchan. Il était connu pour, quand il était encore en activité, là, mais il est en retraite, mais il passait dans les bureaux et il avait comme instruction, il donnait comme instruction d'écrire, de prendre les feuilles qui avaient été imprimées et de s'en servir comme brouillon. Et donc, il voulait que sur chaque bureau, il y ait les brouillons sur lesquels les gens écrivent pour justement juste gagner une demi-feuille. Voilà. Donc ça peut aller très très loin, ça peut être des manies, ça peut être des choses comme ça. J'en connais aussi beaucoup qui roulent dans des voitures extrêmement banales, extrêmement ordinaires. Des milliardaires, oui. Des milliardaires, ça, tu as vu de tes yeux? Ah bah oui, je suis même rentré dans des vieilles voitures que je n'aurais pas achetées pour moi. C'est vrai? Oui. Et donc... se faire véhiculer dans une voiture qui a manifestement quelque chose comme 350 000 km, c'est une expérience. Mais là, par exemple, quand tu as 1 milliard d'euros... Et attends, parce que le type... Est-ce que c'est maladif ou parce que... Le type qui me véhiculait dans sa voiture, il m'avait envoyé un billet pour que je vienne en avion depuis Paris jusqu'à chez lui. Il m'avait payé le billet d'avion. Ah oui, donc il est même pas radin. Non, il vient me chercher avec cette voiture qui a 350 000 km et qui devait être une Citroën de Xara ou quelque chose comme ça. C'est Altrad? C'est Altrad? Oui. Ouais. Ah, c'est ça, oui. Ouais. On peut le dire ou pas? Oui, on peut le dire, oui. C'est Moed Altrad, c'est ça? Exactement, c'est Moed Altrad, c'est le président d'un groupe qui est quand même, qui compte plus de 40 000 salariés, qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Lui-même pèse plusieurs milliards. Il est un peu connu parce qu'il a été... Il est original, c'est un original. Il est original, c'est quelqu'un qui a de la profondeur, je pense. C'est ça, quelqu'un qui n'est pas du tout de ce milieu-là et qui n'est pas de ce milieu-là. Il est d'origine syrienne, je crois. Il est d'origine syrienne. Il habite à Lyon, non? Sud-est, non? Il habite à Montpellier. Montpellier, pardon. Ouais. Et donc il a un parcours extraordinaire parce qu'il est vraiment né sous une tente dans le désert et il s'est retrouvé. Je crois que c'est par un oncle qui l'a pris sous son aile. Qui l'a pris sous son aile et puis qui l'a emmené en France. Tu sais peut-être que dans les années 30, la France avait un mandat international sur le Syrie et le Liban. Et donc, elle délivrait des accords de coopération avec les citoyens qui étaient là-bas. Et ça a continué même pendant la dictature. Et donc, il a pu sans doute trouver la filière comme ça. Tu connais Moed Altrad, Paul? C'est toi qui as compris qu'on parlait de lui. Alors, écoute, il y a une histoire assez intéressante. C'est que j'ai un podcast
qui s'appelle Gling et qui interroge des personnalités sur leur rapport à l'argent. Et un jour, j'ai eu la chance de l'interviewer, d'aller chez lui. Il n'est pas venu me chercher en Citroën. J'ai eu la chance de le rencontrer par l'intermédiaire d'Eric. Et ça a été extrêmement compliqué de l'interviewer. J'ai pas sorti l'épisode parce qu'il est dans 10 000 endroits en même temps, intellectuellement. Et effectivement, je te confirme que c'est un mec incroyable. C'est-à-dire qu'il paye pas de mine. Et dans son bureau, il est en photo avec Barack Obama. C'est incroyable. Il n'a pas la même manière de penser que nous, tu disais avant. Ah, complètement. Il est sur plein de choses. Et du coup, c'était très compliqué de tenir c'est hyper compliqué. Une discussion claire. Oui, absolument. Et puis, c'est pas toi qui dirige l'entretien, c'est lui. Ah non. Et il est dérangé toutes les 5 minutes par des membres de son comité de direction. Et donc, il a très peu de temps à t'accorder. C'est compliqué. Et tu disais que les milliardaires n'ont pas l'habitude qu'on les contredise. Ça m'a marqué, cette phrase. Tu disais oui. ça tout à l'heure. Pourquoi ? Tu le vois, ça ? Tu le ressens ? Il y a une autorité naturelle, ils ont l'habitude qu'on les écoute, et c'est vrai que c'est souvent assez troublant, parce que en tant que journaliste, on a une certaine indépendance, et donc on n'est pas là pour leur dire oui. Et donc, je me suis retrouvé dans des face-à-face, par exemple, qui auraient pu être des tête-à-tête, mais qui étaient des face-à-face, parce que je pose une question, le type ne répond pas, je repose la question, le type ne répond toujours pas, et je lui dis, mais vous ne répondez pas à ma question. Et ça l'a énervé parce qu'il n'avait pas l'habitude qu'on le contredise. Et comme très souvent, moi j'ai une petite formation économique et que les chiffres sont un peu mes joujoux favoris, effectivement, il ne faut pas me la faire à l'envers sur un certain nombre de choses. Et donc, ça bloque. Je me suis retrouvé devant des gens qui étaient un peu outrés. Ah bon ? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont dans les 2000 plus riches ? Toi, tu en as vu dans le top 500, mais est-ce qu'il y en a qui sont devenus riches dans l'illégalité ? Est-ce que tu en as, sans citer les noms, évidemment, et en fait, où c'est pas clair ? Je peux même citer un nom. On a classé pendant un certain temps quelqu'un qui s'appelait Sadri Fegueyer, qui a une société dont l'activité consistait tout simplement à proposer des assurances qui allaient avec la vente de téléphones. Et de contrats de téléphonie. Eh bien, tout simplement, il proposait des assurances de vol ou de bris ou des garanties supplémentaires. Mais le problème, c'est que quand vous changiez de téléphone, quand vous changiez d'opérateur, il continuait à vous prélever. Alors, c'était pas rien, hein, c'était à chaque fois, c'était 15, 20, 30 euros par mois, et vous essayez de vous en sortir, d'arrêter les prélèvements, mais il continuait, et donc il y a eu, pendant quelques années, ça a fonctionné, parce que c'était une sorte de cavalerie, et puis à un moment, ça a éclaté, les associations de consommateurs lui sont tombées dessus, la justice lui est tombée dessus, et le type qui était donc avec sa société jusqu'à peser personnellement 2 milliards, s'est retrouvé du jour au lendemain, et c'était donc il y a 3 ans, condamné par la justice à 2 ans de prison avec sursis, et donc on se retrouve là dans une situation où quelqu'un a fait fortune de manière presque illégale, puisque la justice a décidé que c'était illégal, et l'a condamné pour ça. Donc voilà, c'est un bon exemple. Est-ce qu'il y a des milliardaires qui sont vraiment, qui se sont faits tout seuls, ou est-ce que la majorité des milliardaires sont des familles et c'est de l'héritage ? 2 questions. Alors, quand on regarde, tu me parles dans le monde entier ou... Non, en France, là. En France. Alors, aux USA, 50-50 à peu près. En France, on s'aperçoit qu'on est à peu près à 50-50 aussi. Pourtant, je lis partout que... c'est que de l'héritage. C'est que de l'héritage, la France, c'est que de l'héritage. Ça dépend. Je pense que pour ceux qui nous concernent, c'est-à-dire les top des riches, les plus riches, il y en a beaucoup qui ne sont pas des héritiers. Et puis alors se pose la vraie question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un héritier ? Parce que quand on regarde quelqu'un comme Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui, au départ, avait des parents qui avaient une petite entreprise de BTP et qui lui ont transmis cette entreprise. Voilà, elle s'appelait Ferinel, et ils lui ont transmis cette entreprise de BTP. Mais aujourd'hui, LVMH, c'est combien de fois Ferinel ?
c'est 2000, 3000, 4000 fois Ferinel. Alors, est-ce qu'il est un héritier ou est-ce qu'il est un bâtisseur de quelque chose qui est beaucoup plus gros que ce dont il a hérité? Voilà, ça c'est une vraie question. Un exemple de l'autodidacte, tu disais qu'il y avait le fondateur d'Haagen-Dazs, il faut rappeler la glace Haagen-Dazs. Oui. Qui est cet homme qui a créé Haagen-Dazs et pourquoi est-ce qu'il l'a appelé Haagen-Dazs? Tu veux bien nous expliquer cette histoire? En fait, au départ, c'est une famille d'immigrés polonais qui arrivent à New York. Alors, on n'en est pas à Paris, hein, on est à New York. Et sa mère, pour faire tourner la boutique, faire rentrer un petit peu d'argent, se met à vendre des glaces. Comme beaucoup, à l'époque, on vend des marrons en hiver et on vend des glaces en été. Dans la rue? Dans la rue, avec une sorte de landau réfrigéré, deux petits pots avec deux parfums, fraises et puis vanille. Tout ça industriel déjà parce que c'était le début de l'industrie aux USA et que tout le monde faisait ça. Et lui, donc, ce petit garçon se dit... bizarre, cette glace, elle est pas bonne, et surtout, ça me distingue pas des autres. Et donc, il dit, quand sa mère meurt, il reprend le landau et la boutique qui va avec, et il dit, on va tout changer. Et ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de mettre beaucoup d'air dans la glace, il va faire de la glace très concentrée. Alors que la mode était plutôt aux glaces aérées. Bien sûr, et surtout avec beaucoup de volume. Lui, il va l'écraser, la tasser. Lourde, etc. Et il va surtout réduire le nombre de parfums disponibles. Donc, il va en faire 3, chocolat, fraise et vanille, mais avec de la vraie vanille, du vrai chocolat et de la vraie fraise. Et puis après, il se dit, comment se faire vraiment connaître ? Eh bien, il faut trouver un bon nom. Et il va trouver un nom que personne n'est capable de prononcer et qui sonne. Mais ça veut dire quoi, Haagen-Dazs ? Ça veut rien dire, c'est en aucune langue. Oui, j'ai vérifié. C'est vrai ? Ça n'existe dans aucune langue. Je pensais que c'était du danois, moi, au départ. Et donc, j'interroge des gens, des Scandinaves, qui me disent, mais tu peux chercher, qu'est-ce que ça veut dire ? Je me dis, mais ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Ça fait pays nordique, ça fait Ikea, quoi, ça fait Norvège. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Il voulait quelque chose qui ne renvoyait à rien, mais qui renvoyait au savoir-faire européen, un petit peu traditionnel, etc. Ça a marché du tonnerre de Dieu. Moi, pendant des années, j'ai pensé que Haagen-Dazs, c'était une vieille marque, justement scandinave. On sentait bien le blizzard, la glace et la tradition. Est-ce qu'il y a des milliardaires qui ont tout perdu, qui étaient dans ton classement et que d'une année à l'autre, vraiment, d'une année sur l'autre, ils ne sont plus dans le classement du tout, top 500? Ah oui, j'en ai plusieurs. Oui. Il y a Jean-Charles Naouri, par exemple. C'est quand même le patron de Casino, la chaîne de distribution du groupe Casino. Et bien, à un moment, il a figuré parmi les milliardaires. Et là, on l'a sorti parce que ça ne vaut plus rien. Et ça a été repris. Dernière question, avant de parler de comment ils investissent. La sécurité chez les milliardaires, est-ce que tu as vu des énormes systèmes de sécurité hyper high-tech? Est-ce qu'ils ont souvent des gardes du corps ou alors parfois vraiment il y a des milliardaires très connus, sans citer de nom parce que le but c'est pas de les mettre en danger, mais qui n'ont pas du tout de sécu et qui conduisent eux-mêmes leur bagnole alors qu'ils sont très connus et très milliardaires? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre de milliardaires et de 100 millionnaires qui sont pas conscients des dangers qu'ils courent parce que ça leur est jamais arrivé. Ça leur est jamais arrivé et ils pensent que ça peut pas leur arriver parce que ils ont rien sur eux, parce que ils verraient pas pourquoi tout d'un coup on essaierait de leur extorquer de l'argent. Mais il y a aussi des gens qui sont très conscients de leur vulnérabilité et il y en a un qui m'a présenté par exemple son nouveau chauffeur en disant voilà c'est mon nouveau chauffeur, et puis il a fait un petit rire en disant comme ça, et je dis mais pourquoi vous riez? Et il m'a dit il n'est pas que chauffeur, il est aussi un petit peu garde du corps parce que maintenant il faut faire attention. Donc certains ont pris des précautions et un certain nombre de mesures, mais j'ai aussi parmi les gens que je suis en tant que grande fortune des gens qui ont fait des fortunes sur les cryptos et qui eux sont alors là absolument conscients du danger qu'ils courent. Et donc sont terrifiés à l'idée qu'on évoque leur richesse, le montant qu'ils pourraient représenter, même quand c'est connu du grand public depuis très longtemps. Ouais. T'en as qui sont dans le top 500 français, des gens très riches, des grosses fortunes, uniquement avec la crypto? Oui.
On a eu ici Éric Larchevêque, par exemple. Il y a Éric Larchevêque, il y a les gens de Datalogue. C'est quoi Datalogue ? C'est une boîte qui tourne autour des cryptos et qui t'expliquait exactement ce que ça fait, j'aurais du mal, mais qui vaut 5 milliards et les deux cofondateurs en ont à peu près 20%. Quand c'est des familles, tu mets les familles aussi, tu mets pas que la personne. Par exemple, les Mulliez, tu les étais de Auchan, ils sont nombreux à avoir des parts, chez Hermès aussi. Oui, parce qu'un jour comme ça, on s'est posé cette question en disant, mais comment est-ce qu'on va faire avec des gens qui n'ont que 0,5% d'un groupe, mais qui sont 500 ? Et le cas vraiment se posait, puisque chez les Mulliez aujourd'hui, il y a plus de 1200 personnes qui sont détentrices du capital. Et bien sûr, ces 1200 personnes, elles détiennent 98% du groupe. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'il faudrait les retirer, ou chacune valant juste quelques millions, ça n'aurait pas fait un tout. Et pourtant, ils agissent comme une seule famille quand ils prennent une décision. Ça marche, ça ? Mais bien sûr que ça marche. Mais c'est qui décide ? Il y a bien un chef. Il y a un chef, bien sûr, et puis il y a surtout une discipline interne. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que par exemple, quand on prend les Mulliez, ils ne peuvent pas vendre d'actions Mulliez ou des satellites de Mulliez à l'extérieur du groupe. Ils sont obligés de passer par une entité qui est interne au groupe, qui s'appelle l'association familiale des Mulliez, l'AFM, qui règle tous les problèmes et donc qui permet, une fois par an, d'échanger les actions entre les membres de la famille ou ce qu'ils appellent les branches rapportées, c'est-à-dire les conjoints ou les conjointes, et qui permettent de régler tous les problèmes de fluidité, entre guillemets, du capital. Il y a des familles qui reçoivent en milliards d'euros de dividendes chaque année avec leurs investissements, donc très très grosses sommes. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent, les ultra-riches ? Comment est-ce qu'ils l'investissent ? Ils ont des MPR. Qu'est-ce que c'est qu'un MPR ? Les MPR, c'est un truc que j'ai inventé, ça s'appelle les méga problèmes de riches. C'est des trucs qui vous arriveront jamais, mais qui leur arrivent à eux. C'est quand ils arrivent, il y a trop d'argent. Tout d'un coup, j'ai trop d'argent. Un exemple, l'année dernière, les Arnault, ils ont reçu plus de 3,5 milliards. Qu'est-ce qu'on fait de 3,5 milliards ? On les met dans des holdings, mais les holdings, c'est juste des sacs qui contiennent de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? On l'investit, mais on est déjà en train de gérer un groupe. C'est pas facile de gérer un groupe. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, voilà. Ils font vivre beaucoup de gens aussi en France. Bien sûr, bien c'est sûr. tout un système. Mais ils se retrouvent avec cette holding où il y a déjà des milliards et qu'il va falloir retrouver des idées et trouver des idées plus intelligentes que LVMH. C'est difficile parce que LVMH est une des sociétés qui rapporte le plus et qui est la plus dynamique en France. Donc, trouver quelque chose de mieux que LVMH ou investir, c'est compliqué. Et donc je prends par exemple aussi L'Oréal. L'Oréal verse à la famille Bettencourt quelque chose comme entre 1,5 milliard et 2,5 milliards par an. Par an. Et je ne sais pas si Entre combien de personnes ? Ils sont 3. Oh la vache. Ça fait un petit peu... Ça fait une belle petite somme chacun. Ça c'est sans travail... Enfin, pardon. C'est sans aller... Je ne sais pas, d'ailleurs, j'allais dire sans travailler, j'en sais rien. LVMH, ils ont un groupe. Est-ce que les Bettencourt, ils laissent gérer L'Oréal ou ils sont actifs au quotidien ? Alors, les Bettencourt ont toujours été connus comme étant des gens qui savaient sélectionner ceux qui allaient diriger leur groupe. Mais jamais ils n'ont pris les rênes de leur groupe. Eux-mêmes, ouais. Et aujourd'hui, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que Françoise Bettencourt-Meyers s'est retirée du conseil d'administration, a mis un de ses 2 fils en avant, qui a pris sa place, et le reste, il ne dirige pas l'entreprise, il fait partie du conseil d'administration. Donc ça lui laisse un petit peu de loisir, parce que les réunions du conseil d'administration sont pas quotidiennes, et donc ils ont des vrais problèmes de riches. Mais du coup, tu n'as pas répondu à la question, qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent ? C'est quoi leur problème ? C'est quoi leur problème ? Le problème, c'est qu'à un moment, on est à court d'idées. On l'a vu dans certaines familles qui ont un family office, et puis le family office... Qu'est-ce que c'est qu'un family office ? Alors, un family office, c'est une société où on décide de mettre un petit peu d'argent et puis de l'investir ailleurs pour diversifier
en quelque sorte sa fortune et la mettre à l'abri de beaucoup de choses. Et par exemple, il y a, on parlait des Bettencourt-Meyers, c'est un très bon exemple parce qu'ils reçoivent plusieurs milliards de L'Oréal. Et qu'est-ce que les deux enfants Meyers s'amusent à faire? Ils s'amusent à faire joujou sur l'immobilier parisien. Il y en a un qui a acheté à plusieurs reprises des appartements, des hôtels particuliers. Des hôtels particuliers, tout à fait. Ah oui, parce que quand il fait des chèques, c'est plutôt entre 40 et 70 millions d'euros pour chacune des transactions. Tu les as rencontrés, les fils Bettencourt? J'en ai rencontré un, oui. Et c'est assez intéressant parce que c'est des gens qui parlent sont peu aussi, hein. Très très discrets, et ils sont assez éloignés aussi de l'image qu'on se fait du chef d'entreprise. Ce sont des gens discrets, plutôt en retrait, qui ont bénéficié de la croissance d'une entreprise qui est formidable, qui est L'Oréal. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté des villes ou des quartiers entiers? Est-ce qu'il y a des familles de milliardaires qui ont vraiment investi dans des quartiers de villes, ou dans des villes d'ailleurs, dans des villages? Alors le plus connu, effectivement, c'est le clan des Mulliers, qui s'est étendu sur une commune qui est à cheval sur la France et la Belgique. Et c'est très pratique parce que la Belgique, quand on a vendu quelque chose, est un pays où on vous accueille avec une fiscalité quand même beaucoup plus douce qu'en France. Il y a beaucoup de grandes fortunes qui sont parties en Belgique. Oui. Ils y vont 6 mois et 1 jour par an. Est-ce que c'est vrai, ce truc dit il faut aller dans un pays étranger plus de la moitié de l'année pour ne pas payer d'impôts en France? Ça, c'est réel ou pas? Non, c'est pas du tout vrai. C'est connu cette histoire, on est d'accord. C'est connu, oui, ouais. mais c'est un peu une légende. C'est un peu une légende parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Le fisc va raisonner sur vos points d'intérêt. Quels sont vos centres d'intérêt familiaux, économique, de la vie quotidienne. Voilà. Donc, si vous êtes 6 mois et 1 jour en Belgique, mais que vous avez une entreprise en France, que vos enfants sont scolarisés en France, un comédien, etc., par exemple, qui tourne qu'en France, ça marche pas? Un comédien qui tourne qu'en France, ça ne marche pas. Ça a déjà été essayé par beaucoup de gens. Et on a vu aussi, on a vu aussi des influenceurs qui partent à Dubaï. Voilà, et c'était déclaré à Dubaï. Ils partent tous à Dubaï. Alors oui, dans les Émirats. Dans le cas de cet influenceur, il a été pris par un truc tout bête, c'est qu'il avait commandé plus d'une centaine de livraisons de repas à son domicile à Paris, alors qu'il disait qu'il était à Dubaï. Et là, c'est quand même assez facile aujourd'hui de tomber sur les bases de données et de voir que... Pour les impôts, tu veux dire? Pour les impôts, ils ont bien sûr accès à tout ça. Après, il y a un revenu fiscal tellement avantageux, je crois, à Dubaï, ils expliquaient aux Émirats, je crois que c'est 8% d'impôts. Oui. Par rapport à ici, c'est... Et encore, 8%, c'est nouveau parce qu'il y a quelques années, c'était 5%. Et c'était pour pas paraître en paradis fiscal, pour pas qu'ils aient la mauvaise image du paradis fiscal, ils sont passés juste au-dessus. Exactement. Et tu as des influenceurs dans le classement? Non, parce qu'il faut quand même avoir 250 millions d'euros de fortune professionnelle pour rentrer. Et quand on regarde, les influenceurs les plus riches en France ont entre 30 et 40 millions de fortune. Je me suis un petit peu intéressé. Aux influenceurs? Ouais. Il y en a qui ont 30 à 40 millions d'euros aujourd'hui? Oui. Les gros influenceurs, il n'y en a pas beaucoup, j'imagine. Il y en a 2-3 qui sont à ce niveau-là, et alors qu'aux USA, il y en a plusieurs qui frôlent le milliard déjà. Comme MrBeast. Voilà, exactement. Je crois qu'il est passé milliardaire, non? J'avais vu des articles. Oui. Peut-être, voilà. Pas trop long. En France, le top, c'est 40 millions, on va dire. Aujourd'hui, oui. Qui est l'influenceur aujourd'hui le plus riche de France? À 40 millions d'euros à peu près, tu disais. Alors, je peux pas te le dire parce que le calcul est en cours, mais c'est quelqu'un de la nouvelle génération des influenceurs. Ça, qui est monté très vite, quoi. Qui est monté très vite, très haut. Comment est-ce que tu calcules pour un influenceur, comment est-ce que tu peux estimer qu'il a 40 millions d'euros, celui-là ou un autre? Comment est-ce que tu calcules? Alors, pour comprendre ta méthode. Alors, il y a 2 ou 3 points. C'est les revenus estimés. Les flux de revenus. Ça, c'est du travail pour toi, tu dois regarder. Oui, on est obligé de regarder. On regarde les dépôts qui ont pu être faits, les augmentations de capital. C'est vraiment du travail de minage de données. Et c'est pour ça que on abandonne vite quand les niveaux n'atteignent pas ceux qui nous intéressent vraiment. Est-ce que les milliardaires sont plus heureux que nous?
des gens qui ont des énormes fortunes, le top 100 français. Est-ce que tu vois vraiment des familles heureuses, épanouies, plus qu'ailleurs? Je ne fais pas une généralité, je te parle de la moyenne de ce que tu vois quand même. Ouais, moi je trouve que j'ai plutôt des gens qui sont plutôt épanouis et plutôt contents, en tout cas, de faire ce qu'ils font. Et moi, j'avoue que je ne pourrais pas faire ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent jamais. Mais ils n'arrêtent jamais. Ah oui? Jamais. De travailler? Jamais. J'ai des gens que je connais qui travaillent avec des milliardaires qui se font appeler à n'importe quelle heure de la nuit parce qu'il y a une idée, parce qu'ils n'arrêtent jamais. Quand ils partent en vacances, ils emportent des dossiers. Quand le week-end, c'est un week-end de travail. C'est rare ceux qui s'arrêtent vraiment. Et d'ailleurs, on en voit beaucoup qui ne veulent jamais lâcher les rênes. On parlait de Bernard Arnault, il a fait repousser 2 fois la limite d'âge pour la présidence du conseil d'administration parce que il veut rien lâcher. Et parce qu'il est bon aussi sur la stratégie. Il est bon, c'est quelqu'un qui est quand même mais généralement, s'ils sont là, c'est qu'ils sont pas mauvais. Et plus ils sont en haut... Non, mais tu peux hériter. Est-ce qu'il y a un milliardaire qui a hérité en France, ou tu dis 100 millionnaires, oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire comme c'est une expression. Est-ce que tu as une très grosse fortune française qui a hérité et qui a mal géré? Oui, il y en a une, c'est évident. C'est M. Lagardère. Tu peux nous raconter l'histoire? L'histoire, elle est exemplaire. Son père meurt d'un accident et tout d'un coup, le jeune Arnaud Lagardère qui C'est les médias, Lagardère, mais il n'y a pas que des médias. Hein. Ah ben non, parce que quand à l'époque de son père, il y avait des médias, il y avait de la technologie, il y avait des voitures, puisque c'était un équipementier pour des constructeurs. C'était un conglomérat qui marchait extrêmement bien, qui valait pesait plusieurs milliards. Et dès que Arnaud arrive, il réforme tout ça, il vend une partie des actifs et il gère tellement bien l'affaire que finalement aujourd'hui, moi j'ai vu sa fortune passer de quasiment 1 milliard à moins de 200 millions aujourd'hui et il est sorti du classement. Pourquoi ? Parce que sa fortune est tellement tombé à un niveau bas qu'on ne peut plus le classer. Mais il a fait une erreur particulière, stratégique? Il a fait une série d'erreurs. Il a vendu des actifs stratégiques au moment où ses actifs ne valaient pas grand-chose, alors que quelques années plus tard, la valeur de ses actifs a explosé. Il a géré de manière un petit peu bizarre un certain nombre des groupes qu'il possédait. Et il a désorganisé des groupes qui fonctionnaient très très bien et a permis à quelqu'un qui s'appelle Vincent Bolloré de prendre la main sur l'ensemble de ce qui était quelque chose qui appartenait à sa famille. Et donc aujourd'hui, Arnaud Lagardère est devenu, a disparu du rang des fortunes. J'ai une question. On m'a toujours dit que sur les générations qui héritaient, tu avais, en tout cas les générations entrepreneuriales, la première génération construisait, la deuxième profitait et la troisième détruisait. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu le vois, ça ? J'ai des grandes fortunes qui m'expliquent ça un peu différemment. Ils ont un proverbe qui dit le père était un aigle, le fils était un faucon et le petit-fils en est un vrai. Voilà. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a certains groupes, on se dit, ça aurait peut-être été mieux qu'ils le vendent avant que finalement ça tourne aussi mal. C'est un peu la chute des dynasties à chaque fois. Oui. Il y a des familles où ils ont vraiment réussi à bien gérer pendant très 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 longtemps. Je pense que c'est une discipline, c'est une discipline. Ça fait partie des 2-3 choses qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire que quand on est un bon chef d'entreprise et qu'on a une vision, une vista sur son groupe, on doit avoir une vision de son groupe à 15 ans, 20 ans, ce qu'on veut en faire. On doit aussi, dès le départ, préparer la succession. Commencer à bosser là-dessus, à voir qui sera le bon, trouver les bonnes filières, trouver les bons mentors pour guider ses enfants. Il y a des académies, en Suisse par exemple, il y a des académies d'héritiers où on les prépare justement à tout ça.
avec des gens qui leur expliquent, ben voilà, vous êtes héritier, vous allez hériter de tout ça, et donc on est là pour vous aider, pour vous guider, pas faire à de vous apprendre. conneries. Mais oui. Combien il y a de femmes dans le classement des 500 plus grandes fortunes de France, pour terminer? C'est une très bonne question et je l'ai préparée un tout petit peu parce que je ne m'étais jamais posé cette question de cette manière-là. J'ai regardé, il y a 12% de femmes dans les 500 fortunes. Et du coup, je me suis intéressé aussi à qu'est-ce qui se passe, par exemple, chez Forbes, qui est le grand classement mondial des milliardaires. Eh bien, il y a 12% de femmes 12%. dans le classement de Forbes. C'est assez étonnant. Tout à l'heure, dernière question qui me vient, mais si tu veux bien nous dire, tu disais que parfois il y avait des gens qui pouvaient mettre la pression avec des avocats, voilà, des gens bien éduqués, mais qui t'envoient des avocats pour te demander de ne pas les mettre ou de mettre un peu de pression pour ne pas être dans le classement parce qu'ils n'ont pas envie d'y être. Est-ce qu'à contrario, est-ce que vraiment, au contraire, tu as eu des gens qui t'ont payé, qui ont fait des propositions de te payer, c'est pas que tu as accepté, mais tu as eu des propositions de te payer pour rentrer dans le classement en montant sur le chiffre, pour augmenter la valeur de leur boîte ou pour faire croire, tu vois, sur la bourse, je sais pas, il y a 50 manières et 50 intérêts possibles. Est-ce que tu as déjà connu ça? Alors, pas de cette manière-là, mais quelque chose d'assez approchant. J'ai eu, par exemple, quelqu'un que je classais habituellement à un certain niveau, qui m'a contacté et m'a dit ça va pas du tout votre classement, vous n'avez pas les bons chiffres, je vais vous envoyer les bons chiffres. Et le montant qu'il me proposait, il était augmenté de plus de 25%. Donc je l'appelle, je dis ça va pas, je comprends pas pourquoi tout d'un coup les années précédentes vous n'étiez pas comme ça. Et il me dit si, il insiste et moi je cède pas et on reste sur mon estimation. Et après, j'ai compris. Il était en train de vendre sa boîte et il avait besoin d'avoir une trace qui montrait que sa boîte valait plus cher, aussi cher que lui espérait qu'elle serait vendue. Et mes chiffres ne correspondaient pas du tout au rêve qu'il avait. Est-ce que c'est vrai que beaucoup de grosses fortunes ne payent pas d'impôts en France? On trouvait des moyens pour ne pas payer d'impôts? On entend toujours ça dans les journaux, on voit des trucs. Il y a eu des calculs qui ont été faits, mais des calculs qui étaient biaisés. Parce qu'en fait, ils confondaient l'impôt, les transferts qui étaient faits entre un groupe et une holding, et les transferts qui étaient faits entre un groupe et une personne. Et donc, ils considéraient que les dividendes versés à une holding étaient des revenus directs de la personne, ce qui est interdit en France par la loi. Et ils ajoutaient aussi cette ligne directe. Donc, ils ont fait une soupe qui était une soupe très, très parlante, puisqu'on dit comme ça qu'ils ne paient pas d'impôts. Mais il faut se rendre compte que quand même, 10% de la population française paie plus de 40% de l'impôt total qui est perçu par la France. Donc les riches payent beaucoup, en proportion de leur patrimoine peut-être pas beaucoup, mais en proportion de leurs revenus, ils payent beaucoup plus que la moyenne des Français. Est-ce que le fisc français utilise ton classement pour lancer des contrôles fiscaux en se disant tiens, nouveau arrivé, on y va? Est-ce que ça arrive? Est-ce que tu as eu des informations là-dessus? Oui. La réponse est oui. Oui. On a eu de gros problèmes il y a quelques années avec des grandes fortunes qui nous disaient moi je veux pas figurer là-dessus parce que je vais me faire contrôler. Et en plus, ceux qui avaient été contrôlés nous disaient c'est l'enfer parce que les inspecteurs se servent de ça en disant mais si, vous valez 400 millions. Vous me dites que vous valez 270 millions, mais vous valez 400 millions puisque c'est marqué dans le challenge. Et donc, on se retrouvait avec ce problème. Et donc, ils étaient extrêmement anxieux et surtout énervés. Ils ne voulaient pas absolument. Donc, ils nous envoyaient des avocats, etc. Et on a trouvé une solution. On a trouvé une solution qui est assez simple. On fait un petit signe cabalistique à côté de leur fortune en disant... approximation? Non, réfute en fait notre chiffre. Et donc, c'est un peu un quitus fiscal. Ça veut dire que, ah ben non, vous me dites que... mais moi, je ne suis pas d'accord, j'aurais dit. Je ne suis pas d'accord, je leur ai dit. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas me dire que c'est ça qui sert de base. T'es devenu pote avec un milliardaire?
Ou une grande fortune, sans dire laquelle. Hein. Mais est-ce qu'il y en a un avec lequel tu t'as bien entendu? Oui, je pense qu'il y en a plusieurs avec lesquels le courant est bien passé. Mais tu pars en vacances? T'es déjà parti en vacances avec l'un d'entre eux, non? Non, je continue à aller vous voyer. Non, mais ça aurait pu. Après, tu peux te faire des amis partout. Oui, on peut se faire des amis partout. Je te parle pas. Mais bon, c'était dans un cadre professionnel. Mais c'est des gens, des potes au boulot, qui sont généreux, intelligents, avec qui il est agréable de discuter et qui, moi, je prends du plaisir à échanger avec eux. C'est pas toujours le cas. C'est intéressant d'avoir le classement et le retour d'Éric. Merci beaucoup d'être venu, Éric Tréguier. Je mettrai, je ne sais pas si tu as des réseaux sociaux, je mettrai tout ça sous la vidéo si vous voulez venir. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci. C'était un plaisir de t'écouter parler. En tout cas, on continue l'émission France SCPI là. C'était très intéressant. C'était une bonne idée de faire venir Éric Tréguier qui a créé le classement des 500 fortunes de France. Vous vous connaissiez avec Éric? Oui, on se connaissait avant quand il travaillait chez Challenge, parce qu'il faisait des papiers en effet sur les actus économiques et donc les SCPI. Et donc il en arrive à parler de vous parfois, c'est ça. Tu m'as donné un tableau que je vous affiche à l'image. Il y a marqué TRI sur 40 ans. Qu'est-ce que c'est que TRI? TRI, c'est taux de rendement interne et ça te permet de comparer. Combien ça rapporte? Exactement. Et donc tu vois dans ce tableau qui est hyper intéressant. On va le faire à l'oral, si bien pour vous tous, si vous nous suivez aussi en podcast audio, c'est intéressant de comprendre. Tu décris et puis moi je vais donner les chiffres exacts si tu veux bien. Ouais. Tu te rends compte que sur les 40 dernières années, donc c'est 84-2024, on attend encore les chiffres pour faire les constats 2025, mais 40 ans, donc c'est costaud 40 ans, parce que tu as des crises immobilières, des crises TNT en 2002, les subprimes en 2007-2008, crise dette souveraine, bref, tu traverses quand même des 40 ans, donc des cycles. Et tu t'aperçois que y a des actifs qui sont plus rentables que d'autres. Et c'est assez contre-intuitif. Alors les actions, c'est le plus rentable sur la période des 40 ans. Donc tu sais qu'en investissant sur les actions, sur 40 ans, c'est ce qui te rapporte le plus d'argent. 11,80 par an en moyenne, ouais, on parle annuel en moyenne. Exactement. Donc c'est costaud. Alors faut-il encore avoir le cran de les garder, parce que évidemment entre 84 et 2024 ça a été le grand 8. T'as eu des grosses plus-values, mais t'as aussi des moins-values. Et puis quand tu descends ce classement des placements, tu t'aperçois que les logements à Paris, pour peu que ce soit atteignable, 10,12% par an en moyenne à Paris, c'est énorme. C'est énorme. En moyenne de 84 à 2024. Alors, il a quelques années, ce classement, peut-être que ça a changé un petit peu. Hein. Si on prend actualisé à aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus, un peu moins, mais c'était les chiffres en tout cas 2024. Ça changerait pas beaucoup. Il y a peut-être une classe d'actifs, et je t'en parlerai après, qui remonte dans le classement, mais tu t'aperçois que les SCPI, pour le coup, c'est dans le top 4. Il y a les foncières après. Ouais, les foncières cotées. Les foncières, c'est des actions de sociétés qui investissent dans l'immobilier ou qui commercialisent l'immobilier. Donc tu vois, on voit tous des panneaux, je sais pas si tu te balades dans les grandes villes, Paris, Rennes, peu importe, tu vois CBRE par exemple, ou d'autres foncières. Et ces foncières-là, en effet, elles permettent de gagner de l'argent, mais elles sont corrélées à de l'immobilier. Et puis ensuite... SCPI, avec 7,51% de rendement par an en moyenne depuis 1984 jusqu'en 2024, sur une période de 40 ans, 7,51. Ouais, c'est beaucoup. C'est au-dessus de l'assurance vie qui est à 6,18. Ouais. C'est quand même quasiment 1,3 en plus. Ensuite, il y a l'or, 4,13. Alors, est-ce que l'or n'a pas vachement remonté depuis 2 ans là? C'est ce que j'allais te dire. C'est entre 2024 et 2025, puisqu'il nous manque une année pour constater, je pense que l'or est remonté. Mais tu vois, si tu regardes le couple rendement-risque, c'est une notion hyper importante. C'est-à-dire que, assez simplement, bien sûr, plus tu as de rendement, mécaniquement, plus tu as de risque, probablement. Et l'inverse est vrai aussi. Et sur le couple rendement-risque, la SCPI, pour le coup, est probablement la classe d'actifs qui a le couple rendement-risque le plus équilibré. Le but, c'est d'avoir le plus de rendement et le moins de risque possible. Là, pour le coup, c'est le cas. L'inflation à 1,92 par an en moyenne depuis 40 ans, c'est à avoir en tête. Et le livret A, pour donner un exemple, il est à 3,29 en moyenne, attention, depuis 40 ans, parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus bas que 3,29. Bien sûr. Mais il a été à 3,29 et il était même plus que ça, fut un temps, quoi. Ouais, c'est un moins bon investissement, le livret A, en ce moment. C'est même
pas rentable puisque le livret A rapporte moins que l'inflation, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Mais tu vois, ce classement, il est intéressant parce qu'il permet de voir sur une longue période ce qui est rentable. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Moi, jamais j'aurais dit que les actions, c'était le placement le plus rentable, par exemple, sur 40 ans. Et pourtant, si. On a parlé de milliardaires pour terminer juste avant, de grandes familles françaises qui investissent depuis des années, de leur manière d'investir. Ils ont tous de l'immobilier, nous disait Eric, spécialiste avant. Comment investissent les nouvelles générations que toi tu vois ? Alors les nouvelles générations, on sent qu'elles sont plus attirées par des actifs qui sont des actifs un peu tech, type crypto, des choses qui sont plus faciles à investir de manière dématérialisée. Ouais. Mais on sent quand même une appétence pour la pierre. Si elles sont moins sur la pierre, sur l'immobilier, c'est parce que c'est moins facile d'accès, c'est plus cher, donc elles se rabattent vers d'autres classes d'actifs. Et les SCPI, pour le coup, en font partie. Pour investir dans les SCPI, est-ce que tu as des mecs qui ont de la crypto ? Est-ce que tu en as qui reviennent un peu de la crypto et qui vont dans les SCPI ? Écoute, on a remarqué un petit phénomène. Alors, c'est évidemment pas tous les clients, mais on a remarqué il y a 1 an et demi, on a une personne qui est venue et qui nous a dit, voilà, je vends des cryptos avec une somme assez importante. Il avait la trentaine, un tout petit peu plus. Et il nous a dit, je viens de vendre mes cryptos. J'ai flippé parce que j'ai vu cet enlèvement avec une famille qui s'est faite rançonner. Ça m'a fait peur. Je vends mes cryptos, j'investis sur les SCPI. Il sait qu'il ne pourra pas faire autant d'argent, pas gagner autant d'argent avec les SCPI, mais il a transformé ses cryptos par sécurité en SCPI. Donc on s'est dit, ok, intéressant, marrant, argument supplémentaire. En effet, on ne peut pas venir chez toi et te braquer et te dire, Guillaume, donne-moi tes SCPI. Et on voit, on a à peu près un client par mois qui fait ça. C'est fou. Est-ce qu'on peut tout perdre dans une SCPI ? Est-ce que c'est risqué au point de tout perdre ? Est-ce que tu peux investir dans une SCPI et avoir 0 € le lendemain ? Alors, oui, c'est risqué. C'est-à-dire que personne ne te garantit le capital. Si tu investis 100, tu peux te retrouver... personne ne te garantit les 100 dans 10 ans que tu as investi. C'est comme dans l'immobilier. Aucun agent immobilier, aucun notaire peut te dire ton appartement que tu as acheté 100, ça vaudra 100 dans 10 ans. On n'en sait rien, personne ne sait. L'immobilier, on ne peut pas te garantir le capital. Donc en effet, tu as des SCPI qui vivent depuis 30 ans, 40 ans, qui ont toujours la même valorisation. Et tu as une SCPI à laquelle je pense, qui a, depuis 2023, perdu 40%, 60% de sa valeur même, tu vois. Donc, en effet, c'est un risque. Et c'est pour ça que je dis souvent, la SCPI, c'est génial, mais c'est pas le produit parfait. Tu as des risques. Il ne faut pas tout mettre dans tous ces œufs dans le même panier. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu peux investir sur différentes SCPI, en effet. Tu as combien d'enfants ? Moi, j'ai 2 enfants. Ils ont quel âge aujourd'hui ? Ils ont 8 ans et 5 ans. 8 ans et 5 ans. Ils sont trop jeunes pour comprendre ce dont on est en train de parler. Si tu devais donner un conseil à tes enfants, tu vas enregistrer une vidéo que tu leur donneras plus tard. Si tu disparais, tiens, quel est le meilleur conseil d'investissement que tu pourrais leur donner ? C'est évidemment, ça va te paraître un peu bateau, mais mettez pas tous vos œufs dans le même panier, premièrement. Diversifiez. Et le meilleur investissement que je connaisse, c'est le boulot, c'est de bosser. C'est de travailler. Et c'est comme ça, en investissant sur toi, c'est comme ça que tu peux avoir le meilleur rendement, je trouve. Voilà. Est-ce que si quelqu'un hérite de je sais pas, 100 000 €, s'il les met du coup à 10%, il aura 10 000 € par an qui vont tomber en complément de revenus. Il faut le mettre sur 10 SCPI, ça serait la meilleure idée. Vraiment pas tout mettre sur la même SCPI. Alors ça dépend des gens, tu vois. En effet, dans l'absolu, tu as raison. Si tu as une somme conséquente, 100 000 €, c'est pas rien. Il faut travailler longtemps pour économiser 100 000 €. Moi, je conseille à cette personne d'investir sur différentes SCPI. Mais après, sur combien ? Tu as des personnes qui viennent chez nous, on leur dit investissez avec la somme que vous avez sur 2 SCPI. Elles investissent sur 10 SCPI, ce qu'on trouve un peu délirant. Et puis l'inverse est vrai aussi. Dernièrement, on a un client qui investit 200 000 € sur une seule SCPI. Moi, personnellement, je trouve ça déconnant, mais il était à l'aise avec ça et c'est OK. Même quand on ne s'y connaît pas, on s'inscrit sur le site et on peut avoir un appel avec quelqu'un pour avoir des conseils ? Toujours. Toujours. Tu le prends ou pas ? Si tu n'as pas envie de répondre aux consultants France SCPI, mais tu as toujours un appel, tu as toujours un humain qui peut te guider, qui peut t'aider, pas d'IA. Vous avez une proposition de rachat ? Ouais. Il y a longtemps ou pas ? Ouais, c'était il y a assez longtemps. C'était au tout début de France SCPI, enfin tout début, en tout cas 2 ans après la création.
on a eu une boîte dans les médias, une grosse boîte du CAC, qui nous a approchés pour nous racheter. Donc c'était fou parce que au bout de 2 ans, c'était 2-3 ans, tu comprends pas vraiment pourquoi. Et on a commencé à rentrer dans des discussions qui étaient poussées, qui étaient avancées. Et ils nous ont fait une proposition et qu'on a refusée. Grosse proposition ? Alors oui, dans l'absolu, une grosse proposition pour un particulier. Et une grosse proposition aussi parce que ça faisait que 2 ans, 3 ans qu'on bossait sur ce projet France SCPI. Et pourquoi tu n'y es pas allé ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je me la pose encore parfois. Écoute, c'est exactement la même question que tu pourrais poser à un sportif qui en chie, qui est en train de souffrir, qui est en plein milieu de son marathon, et tu lui dis pourquoi tu continues, t'as mal. Ouais, mais j'ai le goût de l'effort. Je pense que ça vaudra plus cher plus tard. Et je crois qu'on n'a pas encore écrit toute l'histoire. Voilà. Est-ce que tu as un truc qui t'empêche de dormir le soir ? Quand on est entrepreneur, qu'on crée une boîte. Vous avez créé une boîte, vous êtes combien ? On a une petite vingtaine aujourd'hui. On est deux cofondateurs avec Olivier qui était là la dernière fois. Vous êtes une vingtaine de collaborateurs, tu veux dire ? On est 2 cofondateurs, moi et Olivier. Oui. Et puis en tout, on est une vingtaine. Donc c'est une petite boîte, mais qui commence à être structurée. Et oui, évidemment, il y a des soirs où je dors pas. Où je n'arrive pas à dormir et je me lève, je fais des trucs. Tu vois, ça m'arrive de moins en moins, mais parfois, à 3h du mat', je peux prendre ma moto. J'ai une moto et je pars. Je vais rouler à 3h du matin, je vais à Roissy. Je t'assure. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je t'invite à aller à Roissy à 3h du mat', tu vas voir, c'est une expérience incroyable. Charles de Gaulle ? Ouais, Charles de Gaulle. Qu'est-ce que tu fous à 3h du matin ? Je sais pas, je vais rouler, j'ai besoin de j'arrive pas, je suis en boucle dans mon lit, je pense aux problèmes que je dois résoudre le lendemain, etc. Donc ça m'aide pas à me reposer plus, mais ça m'aide à reposer mon esprit. Je prends ma moto, je roule, je vais jusqu'à Roissy, j'observe, c'est intéressant, il y a personne. Tu descends ? C'est un peu... Tu marches, non, je marche pas trop, mais je regarde, je vais au ralenti, tu vois le terminal, il y a un truc futuriste, il y a les avions, il n'y a pas de taxi, il n'y a personne. Je rentre, et hop, je me couche, voilà. Non, mais je t'assure. Et ma femme reçoit un texto quand elle rallume son téléphone le lendemain. Elle me dit « Ah ok, t'es allé à Roissy », je la préviens toujours. Mais en effet, à part mon associé et ma femme... Ça peut faire bizarre, son mari qui part en plein milieu de la nuit. Tu vois où j'arrive ? Je vais à Roissy. Non, elle sait. Je fais ma gueule, en fait. Là, tu me prends pour une conne. Non, elle sait, mais à part elle et mon associé, personne ne sait ça. Personne ne sait que je prends ma moto la nuit pour aller rouler. En fait, il faut vider son esprit, et parfois, c'est au moment où tu es le plus détendu, où tu penses le moins, où en fait, tu vas avoir la bonne idée. Ouais, t'as raison. C'est pour ça que les meilleures idées, on en parlait avec un spécialiste du cerveau, on a les meilleures idées dans la douche, dans le bain, en train de marcher, en train de faire du vélo, sur la moto. On va faire autre chose, et d'un coup, putain, mais oui, évidemment, j'aurais dû y penser. Alors, je t'avoue qu'aller à Roissy à 3h du mat', ça m'a jamais fait avoir des très bonnes idées. Mais au moins, ça m'évite de penser. T'as un problème avec l'autorité, tu disais. Ouais. Pourquoi ? C'est un d'où ? Alors écoute, je pense que c'est un truc qu'on m'a transmis. J'ai toujours entendu dire vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et j'ai une expérience un peu désagréable, mais c'est la vie, c'est le chemin. Chez un assureur, quand tu travaillais avant, non, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais. Chez AXA, où j'ai rencontré Olivier d'ailleurs. Ton associé. Exactement. Et là, je me suis retrouvé dans un cadre assez strict. Il faut qu'il y ait des règles pour qu'une société fonctionne. Et j'ai été convoqué à un moment donné parce que je mettais pas de cravate. Tu vois, c'est un détail. Et là, je me suis dit que c'était pas possible. Et j'ai un problème avec les ordres. Et tu vois, je m'en rends compte aujourd'hui avec du recul. Il faut qu'il y ait des règles forcément pour que ça fonctionne. Moi, dans ma boîte, je dis toujours, voilà, il faut respecter les règles. Si on respecte pas les règles, il faut aller faire autre chose. Donc, avec du recul et un peu de maturité, je me dis qu'il avait probablement raison. Mais je préfère être petit chez moi que grand chez les autres. Tu arrives à te décrocher en tant qu'entrepreneur. Vous avez lancé en 2015 France SCPI. Tu arrives à te décrocher ? Non, jamais. Mais jamais. Tu peux pas. Tu penses toujours à ce que tu dois faire, à est-ce qu'un tel est bien, mince, j'aurais dû dire ça à telle personne, à ça on pourrait l'améliorer. Tu décroches jamais.
85%, c'est le baromètre IFOP, hein, c'est les chiffres actualisés aussi. 85% c'est beaucoup, hein, 85% des entrepreneurs français disent qu'ils ont des troubles physiques ou psychologiques. Tu te rends compte, 85%, c'est quand même beaucoup, c'est intéressant si vous avez envie un jour de vous lancer en entreprise. Parce que c'est comme avoir des enfants, c'est extraordinaire, mais il y a aussi le dodo en moins, il y a aussi des choses qui sont difficiles et il ne faut pas le nier. C'est important de le dire. Est-ce qu'il y a des moments où tu as failli craquer en tant qu'entrepreneur ? Bah, t'es toujours sur le fil. T'es toujours sur le fil parce que t'es responsable et tu peux pas stopper la machine. C'est comme quand t'es parent, tu parlais d'avoir des enfants, tu peux pas dire stop, je suis plus papa. C'est pendant terminé. 24 heures, si tu peux le faire pendant 24 heures, si t'as une nounou, mais une boîte, tu peux pas dire stop, j'arrête les responsabilités. Donc ouais, évidemment, ça m'est arrivé les 2 premières années de France SCPI, je pleurais souvent sur mon canapé le soir. Ouais. C'est vrai ? Ouais. J'allais te dire, quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois à cause du travail ? Ça, je m'en souviens plus. La dernière fois, ça va de mieux en mieux. Hein. Mais non, mais dans la vie d'un entrepreneur, c'est des hauts, des bas. Oui, bien sûr. Même des gros entrepreneurs, très très gros, qu'on a pu recevoir. Mais c'est vrai que ça, et tu peux pas le dire. Moi, les 2 premières années, t'es obligé d'évacuer, en fait. T'es obligé d'évacuer. Et tu vois, tout ce que tout le monde a éprouvé en 2020 pendant le confinement, le télétravail, chez soi, moi, je l'ai vécu au tout début, et Olivier aussi, mon associé. Et en effet, tu pleures, mais tu peux pas le dire, ça. Mes salariés, ils le savent pas. Bon, maintenant, ils vont le savoir. Mais tu peux pas dire à tes salariés je pleure le soir parce que t'as pas envie d'évoluer dans une boîte où le patron pleure. Le patron pleure, ça donne pas confiance. Non, tu vas au travail, tu te dis j'aurai peut-être pas mon salaire à la fin du mois. Pas sûr, oui. Les clients non plus, personne n'a envie de savoir que la pression est folle. Donc tu fais semblant, mais en effet, t'es responsable et tu dois continuer. C'est quoi le truc que personne ne dit sur l'entrepreneuriat ? Que la route est longue. Que la route est hyper longue, que c'est de l'escalade sur glace, quoi. C'est-à-dire que je sais que t'en fais pas tous les jours de l'escalade sur glace, mais si t'en as déjà fait, je t'assure, moi j'en ai fait une fois, l'image, c'est exactement ça. T'es avec tes piolets, t'es avec tes crampons, et tu gagnes centimètre par centimètre, et c'est hyper dur, et à la moindre faute, tu peux dégringoler. Donc tout ce que tu gagnes, tout ce que tu as, tu le gagnes centimètre par centimètre, et c'est long. Et contrairement à ce qu'on veut te faire croire, parce que tu ne retiens que les success stories, que les choses qui se passent bien, contrairement à ce que tu crois, tu peux pas exploser tout de suite, ou alors exploser positivement. Tu vas petit à petit et la route est longue. Et je te parle de ça, nous on est encore loin d'avoir terminé la route, donc je suis au milieu du chemin. Est-ce que ta femme te soutient là-dedans ? Oui, à fond. Heureusement qu'elle est là. D'ailleurs, heureusement qu'elle est là, parce que c'est le soutien numéro 1. Et si ton conjoint, ta femme ou ton mari te soutient pas, je pense que tu te rajoutes une difficulté. Une vraie difficulté. Hein. Ouais, une vraie difficulté. Tu parles à ta femme de ce que tu vis au quotidien ou pas toujours ? Je lui en parlais énormément au début. Et en fait, j'ai arrêté parce que je me suis dit qu'elle allait saturer. Et je lui faisais pas des comptes rendus, mais je lui disais, voilà, il s'est passé ça dans la journée. T'es tellement à fond, c'est tellement ton bébé, ta boîte, que parfois tu as du mal à mettre un rideau entre ta vie pro et ta vie perso. Ouais. T'as déjà eu peur de la perdre, ta femme, à cause du boulot ? En te disant, là, je donne trop de temps à mon travail, et à un moment donné, elle va se barrer ? Alors... Oui, clairement, quand tu bosses beaucoup, quand tu donnes beaucoup... Tu peux pas dire non à cette question. Ah bon, t'as jamais eu peur que je... Non, tu peux pas dire non, t'as raison, mais oui, et en face de moi, j'ai des exemples de potes, filles ou garçons d'ailleurs, explosé, ouais. à cause du taf. Et tu vois, je trouve que c'est un truc que tu dois équilibrer quand t'es entrepreneur, mais même quand t'es salarié, à vrai dire. Si tu donnes trop à ton taf, ou si tu donnes trop à ta vie perso, il y a quelque chose qui ne va pas aller à un moment donné, donc il faut savoir équilibrer. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes là, de ne pas passer assez de temps avec tes enfants, de te dire, merde, il faut que je m'organise mieux, tu vois ? Oui,
Oui, je peux pas te dire le contraire. Ouais, en effet, je passe pas assez de temps avec mes enfants. Les week-ends de pont, je peux pas les faire parce que je suis tout le temps. Tu fais pas le pont. Tu fais pas le pont, voilà. Parce que si tu le fais pas, personne d'autre le fera à ta place. Donc tu es obligé de bosser. Personne t'attend. Personne t'attend. Ouais, c'est vrai. Et il commence à capter que je passe beaucoup de temps au boulot. Et il commence à me le reprocher, surtout celui qui a 8 ans et demi là. Et il commence à me dire t'es encore au travail. Et en effet, tous les week-ends, on va au bureau. Je suis obligé de passer au bureau et ils viennent avec moi. Ils jouent avec les stabilos et ils commencent à capter qu'il y a une disproportion un peu. Ouais. Ah oui. Pour terminer, c'est quoi les prochaines étapes pour France SCPI là ? Écoute, je crois que c'est consolider ce qu'on a déjà fait. Ça paraît un peu simpliste de dire ça, tu vois, mais consolider tout ce qu'on a déjà construit. On est en passe d'être le site référence pour investir dans les SCPI et l'exigence qu'on a mis humaine et en termes de conseil. Il faut qu'on la conserve parce que c'est ça qui fait notre plus-value et c'est ça qui fait que les clients viennent chez nous. Vous avez un tout petit pourcentage de ce que vous rapportez à chaque fois. C'est déjà décompté quand vous voyez 9,25 en rendement. Vous avez déjà pris votre petite part ? Oui, absolument. C'est après vous, donc c'est... Quand on voit une SCPI qui rapporte 10%, par exemple, je prends un chiffre rond, évidemment, c'est pas garanti, mais c'est net de tout frais, y compris notre rémunération. Et puis, c'est évidemment brut de fiscalité. Je vous mettrai le lien si vous voulez vous inscrire à essayer à partir de 100 € du coup pour investir dans une SCPI, dans un petit bout d'une SCPI qui va posséder, acheter plein de biens, souvent du commercial. On en parlait. Ça peut être des centres commerciaux, ça peut être des magasins, des restaurants, des McDo, des hôtels. On peut le voir sur leur site. Vous allez sur France SCPI et il y a donc du coup plein de propositions de SCPI avec les chiffres de l'année dernière et comme ça vous pouvez voir sur lequel vous avez envie de mettre 100 €, 1000 €, 10 000 €. Vous avez un petit simulateur à droite et vous verrez comme ça votre revenu mensuel. Vous pouvez essayer de mettre 100 € et vous aurez vos revenus qui vont tomber après 5-6 mois, tu disais, exactement. environ. Voilà pour toutes les infos. Je vous mettrai tout ça dans la description aussi du podcast audio si vous nous suivez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux. Vous êtes nombreux à arriver chaque mois. Ça fait vraiment plaisir à voir. On vous voit arriver très nombreux aussi sur YouTube à vous abonner. Donc merci beaucoup. Continuez de le faire. Ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à commenter l'émission aussi. T'es allé voir les commentaires ou pas pour terminer la dernière fois ? Ouais, je suis allé voir les commentaires. Ouais. C'est vrai ? Ouais. Et écoute, ils étaient évidemment, les gens ont leur libre arbitre et critique, mais il y avait pas mal de personnes qui ont apprécié. Donc c'est chouette, c'est bien. Tu iras voir là aussi ? Bien sûr, évidemment. Vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez. Allez-y directement en dessous de la vidéo. Merci en tout cas, Paul, d'être venu. Merci, Guillaume. C'était un plaisir. Et de toute façon, merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. On se retrouve de toute façon très vite. Mercredi, vendredi et dimanche, on met 3 vidéos par semaine sur Légende. Ciao tout le monde.